Donc, elle s'inscrit dans le cadre des Journées de la résilience, puisque comme vous le savez, pour celles et ceux qui ont participé aux précédentes réunions, nous organisons cette année 4 rencontres thématiques dédiées au changement climatique sur ce mois d'octobre et un peu novembre, dont les précédentes ont eu lieu dans la semaine dernière, par exemple avec le Jack Packer. Aujourd'hui, on remercie Météo France d'être présent. Merci à Hélène d'être présente parmi nous. L'idée de la rencontre du jour, c'est que Météo France puisse nous faire une petite présentation sur l'ensemble de ces outils, services climat notamment, qui vont faire le lien avec les rencontres thématiques précédentes, et puis les éléments de vigilance de Météo France. Je vais pas monopoliser la parole plus que cela. Je vous prie juste de m'excuser si la rencontre thématique est peut-être pas terminée à midi, parce que j'ai une réunion qui va suivre et peut-être que je ne pourrai pas assister à la fin. En tout cas, je tenais toutes et tous à vous remercier, à remercier particulièrement Hélène pour sa présence et son intervention. Hélène, je te laisse la parole. Merci, avec plaisir. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Hélène Correa. Je suis responsable du service prévision et climatologie de la région sud-est. C'est la région qui couvre en fait l'ancienne région Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Et nous sommes basés à Aix-en-Provence. C'est une direction donc interrégionale qui couvre toute cette zone. Alors, je vous propose aujourd'hui, alors partager mon écran, sinon, hein, oui, c'est bien. Voilà. Je partage mon écran comme ça, vous voyez tout. Hop. Je suis partie en fait, j'espère que je suis à peu près dans les clous, mais je suis partie sur une présentation en effet où je me suis dit que ça serait bien de revenir sur comment on fait une prévision très rapidement et arriver en même temps sur le circuit de la vigilance et du système donc, qui est associé à ça, à tous ces avertissements qui sont lancés. Et d'enchaîner après derrière sur une présentation changement climatique. Je suis désolée, je n'avais pas bien enregistré que Antoine était intervenu déjà sur le changement climatique. Donc il y aura peut-être des redites. De notre côté, je dirais peut-être pas les choses de la même manière non plus. Et embrayer sur les outils aussi. Vous les présenter même en direct assez rapidement quand même. Voilà. Je vous propose aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et j'essaierai d'y répondre ou de vous apporter les réponses ultérieurement si je ne les ai pas de suite. Hop, voilà, je mets ça en amont, c'est bien partagé. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mis une image là, c'est un peu le ton, un peu en effet de la saison. Nous sommes à l'automne, donc c'est la période des épisodes méditerranéens intenses. Et la semaine dernière, il y en a eu un qui était pas mal. Il a surtout par sa durée. Il a donné en effet des cumuls particulièrement. Vous voyez la zone du coup que nous couvrons, des cumuls importants sur la Lozère. C'était en vigilance rouge, alors pas rouge météo, mais un rouge cru. Et puis après, il y a eu aussi une vigilance rouge sur le 0,6, avec des cumuls finalement moins importants, mais le risque était élevé aussi que ça puisse dégénérer. Sur des cumuls plus importants, on pourra en reparler. Alors, je vous propose dans ma présentation donc, de revenir à un petit peu comment on fait une prévision, donc comme je disais en introduction, jusqu'à un modèle, qu'est-ce que c'est rapidement, hein, et jusqu'à la prévision. Et puis après, de voir la vigilance. J'ai mis aussi un petit topo sur les feux de forêt, parce que des fois, il y a des petits... on ne sait pas bien ce que c'est, cette météo des forêts, etc. Donc, juste expliquer rapidement ce que c'est. Et puis après, une plus grosse partie sur le changement climatique. Hop. Alors, comment élabore-t-on une prévision? Alors, ici, vous avez finalement le cheminement un peu classique. On part de la gauche du slide et dans tout ce qui est entouré là, à l'intérieur avec le globe, etc., on part des observations. C'est-à-dire, on ne va pas faire une prévision sans faire des observations en amont, sinon il faut partir d'un état initial. Et finalement, cet état initial, il est assez complexe à faire en fait, hein. Je ne sais pas si vous savez la majeure partie des observations d'où elles viennent, parce que bon, quand on pense, vous voyez à peu près comment on fait des observations ou pas? Ça vous parle? Non, pas forcément. Ça vient. Je pense, Hélène, que ça serait bien que tu rappelles effectivement comment les observations sont réalisées. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment l'objet aussi, parce que je pense que c'est important de comprendre un peu comment ça se passe. Il y a des personnes déjà, il y a du visuel, il y a des instruments, sûrement. Oui. Et après,
Enfin, je parle pour le recueil, Oui. ce qui est le distinct. Puis après, il y a tous les systèmes. Alors, on parle bien de l'observation. Alors, l'observation, en effet, il y a. Alors, du visuel, il n'y en a plus trop. Maintenant, on est dans une phase d'automatisation intense. Donc, pour ce qui est de la majeure partie des pays, on va dire, industrialisés, on est sur une phase vraiment d'automatisation très forte. Et donc, en France, c'est le cas, il n'y a plus d'observation humaine. D'accord. Nature. Voilà. Donc, il y a des stations automatiques. Alors, les stations, c'est dans un abri blanc, souvent, que l'on voit aussi au bord des autoroutes. Les petits abris sont tout petits, c'est des petits cylindres. Alors, dedans, il y a des capteurs de température, d'humidité, voilà. Et tout est automatisé, transmis automatiquement. Alors, un abri blanc, pourquoi? Aussi, peut-être, je ne sais pas si ça vous parle, ça, un abri blanc, pourquoi Pour il est la blanc? température. Pour le côté réfléchissant. Oui. Voilà, exactement. Il est ventilé, tout ça est très normé. Et c'est un des rares trucs où finalement, au niveau de l'Organisation mondiale de la météo, donc qui dépend des Nations Unies, hein, qui pilote un peu vraiment tout ce qu'on doit faire, bah, finalement, les pays se sont tous mis d'accord pour faire la même chose de la même manière et transmettre en permanence les données les uns aux autres via le système mondial de transmission des données. C'est quand même incroyable, ça, c'est à souligner. Donc actuellement, voilà, les données, on a besoin, pour faire prévision en France, on a besoin des données à travers le globe entier. Et donc, ce système mondial de transmission de données permet de partager toutes ces données en permanence. Aussi, alors, c'est une question de sécurité aussi, c'est pour l'aéronautique aussi. Il y a un partage qui est complet. Donc, on a ces petites stations, mais vous imaginez 70% d'océans sur Terre. Les stations, il n'y en a pas partout. Et certains pays en ont très, très peu. Donc, en France, on a de la chance, on a une densité quand même d'observation qui est, même si on en voudrait toujours plus, c'est quand même très dense. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, vous voyez ici, par exemple, sur Terre, il y a les ballons. Ah, les ballons, c'est génial, un ballon. Un ballon, parce que bon, là, on parle de l'observation au sol, mais l'observation de la colonne d'atmosphère qu'on a au-dessus de la tête, bah, le mieux, c'est d'aller mesurer sur place. Et le ballon, c'est ce qu'il fait, quoi. Le ballon, c'est un ballon gonflé à l'hélium. Il embarque avec lui des capteurs et il va mesurer donc in situ, vraiment, la mesure de l'atmosphère telle qu'elle est. Et ça, pour un prévisionniste, c'est top parce que c'est rare d'avoir une mesure comme ça in situ. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 en France, hein. Ça coûte très cher un ballon. Et en fait, un ballon, il y en a 2 envoyés par jour sur 5 sites en France, vous voyez, et on est très bien doté. Sur le câble du sol, c'est-à-dire qu'on Oui. déroule le câble et on rentre le câble, c'est ça? C'est En pas fait, des ballons. tout automatisé. Donc là, ici, c'est à Nîmes, le plus proche. Le ballon est gonflé automatiquement. Il embarque et il explose à 20-25 km. Il atteint un diamètre de 20-30 mètres et puis il explose et voilà, et il retombe. Et on le récupère tous les jours. Nous, on ne le récupère pas. Mais il y a des gens qui s'amusent aussi à embarquer les ballons, des fois avec des appareils photo et tout, pour faire des photos de la Terre, vous savez, tout ça. Et pour faire des mesures aussi. Bon, voilà. Bon, mais c'est que très noté, évidemment, pour l'aéronautique, il y a besoin que ces ballons soient tracés quand même. On fait pas n'importe quoi. Et ben, une autre mesure in situ aussi dans l'atmosphère, c'est les avions. Tous les avions au décollage et à l'atterrissage, en état près du sol, ils vont nous transmettre beaucoup de données via le système ACARS, pour ceux qui connaissent, et ça permet d'avoir vraiment, là aussi, in situ, en phase de décollage, un profil d'atmosphère, c'est-à-dire une description verticale de l'atmosphère qui est très bonne. Ça, c'est génial. Et pour vous dire, pendant le Covid, quand il y a eu tous les avions cloués au sol, bah, finalement, on n'avait plus cette masse de données-là des avions au décollage, atterrissage, ou en vol aussi, dans les phases aussi en vol. Du coup, les prévisions étaient moins bonnes parce que ça, c'est très important pour recaler les modèles, d'avoir la bonne valeur pendant. Les bouées en mer, bah oui, parce que 70% d'océan, bon, bah, les bouées, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a des navires instrumentés aussi, quelques-uns, mais c'est assez rare. Donc finalement, sur l'océan, on n'a pas grand-chose. Donc le gros, là, tout ce dont on a parlé, c'est finalement anecdotique par rapport à la grosse masse de données qui viennent de la seule chose qui peut nous aider, c'est les satellites. 80% minimum des données, c'est des données satellites. Et ils sont à 36 000 km. Hein. Le satellite, pour qu'il suive la Terre, celui dont on vous montre les images au bulletin sur TF1, c'est un satellite qui est à 36 000 km, qui tourne en même temps que la Terre. Il est dans le plan équatorial. C'est 36 000 km, c'est pour qu'il suive la Terre. Il est géostationnaire. Et donc, vous imaginez que la précision n'est pas la même que pour une mesure au sol. Ceci dit, là, on rentre dans une phase où le Météosat, c'est un programme européen dans lequel Météo France évidemment, est investi aussi, est impliqué. Météosat 3e génération a été lancé l'année dernière. C'est un programme sur plusieurs années. Et on vient d'avoir les premières images
Et c'est une progression énorme. C'est une avancée technologique énorme qui permet, en termes de résolution et de produits qui vont être à disposition des prévisionnistes, ils commencent à regarder. Ça permet de tracer, par exemple, les cumulonimbus, les nuages d'orage, de manière beaucoup plus précise au niveau de ce qu'on appelle l'enclume et de pouvoir les caractériser au niveau de leur intensité. Ça va nous aider. Donc voilà. Donc, les satellites, plus de 80%, les satellites défilants aussi, ils sont à 600 km, mais eux, ils passent que 2 fois par jour au-dessus de notre région, donc c'est pas forcément, c'est plus précis, mais c'est pas continu. Bon, bref, toutes ces données nous donnent un état de base. Il n'est pas parfait, mais je souligne ça parce que j'y reviendrai, il n'est pas parfait, il n'y a rien de parfait de toute façon, mais c'est déjà ça. Ensuite, au milieu, vous voyez un gros calculateur. Donc c'est le supercalculateur de Météo France actuellement, de Bull. On parle en millions de milliards d'opérations à la seconde. C'est-à-dire que, en fait, pour faire tourner les modèles que je vais vite présenter derrière, il faut une machine qui est capable de faire des calculs sur des petits pavés. On va découper l'atmosphère horizontalement et verticalement en petits cubes, en petits pavés, et on va découper le calcul comme ça de simulation, si vous voulez, de l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, on sait à peu près comment elle se comporte. C'est les équations de mécanique des fluides. Navier-Stokes, pour ceux à qui ça parle, bon voilà, et il y en a tout un tas d'autres complémentaires. Ces équations qui ne sont pas résolues au passage, deuxième source d'incertitude. Ces équations, c'est un défi mathématique pour le 21e siècle, il y a $1 million offerts. Donc ça nous permet de prévoir quand même pression, température, humidité, vent. Vous rentrez les données d'observation en entrée, vous faites évoluer vos équations, et finalement, au final, vous avez une sortie. Pour faire tourner tout ça sur tout le globe, en permanence, à plusieurs échelles de temps, de tout ça. Et il faut que ça arrive à temps pour pouvoir donner la prévision aux gens qui en ont besoin. Il faut un supercalculateur. On a de plus en plus de données, on essaye de réduire de plus en plus la maille de calcul. Forcément, le calculateur, il est monstrueux. 21 pétaflops. On est à 21 pétaflops, donc 21 millions de milliards d'opérations à la seconde. C'est un des calculateurs les plus puissants d'Europe. On est vite dépassé parce que sans arrêt, ça démarre, donc il est remis à jour. Là, on est dans le programme suivant, évidemment, de remplacement de celui-là. Et en sortie, c'est la partie droite du graphe, vous avez les fameuses sorties modèles. Alors, le modèle, c'est vraiment les équations mises en programme informatique, hein, c'est ça le modèle. On ne sait pas tout modéliser, il y a encore un gros centre de recherche à Météo France. On ne sait pas tout, je grossis le trait, mais il y a des choses qu'on affine en permanence. On a un centre de recherche météo qui dépend du CNRS aussi à Météo France, qui est basé à Toulouse, qui contient énormément de services, qui recherchent, ça va de la microphysique des nuages, c'est-à-dire comment une gouttelette est faite, au changement climatique sur notre région et l'étude des phénomènes précipitants intenses. Donc, il y a besoin de faire de la recherche sur tout ça. Améliorer aussi la mesure, construire des mesures qui soient fines et qui représentent ce qu'on veut faire. Donc tout ça fait qu'il y a des choses, des fois on est obligé de forcer le modèle et de lui dire on ne va pas lui faire une équation, c'est trop compliqué, on va forcer le modèle, on dit qu'on le paramètre. Et bref, et tout ça nous donne ce que vous voyez sur la droite, donc des champs de modèles. Donc si vous venez chez nous, vous verrez la salle de prévision où il y a les chefs prévisionnistes régionaux. C'est une grande salle avec un petit mur avec un grand écran de suivi avec plein de cartes, etc., notamment pour assurer le suivi en permanence des événements. Et devant eux, ils ont à peu près 6-7 écrans chacun. Ils sont 2 en permanence, jour et nuit. C'est un service opérationnel H24 pour permettre de faire l'analyse de la situation. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, il faut analyser où est-ce qu'on en est. L'équipe de relève va leur transmettre ce qui s'est passé la nuit, où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion. Et eux, ils arrivent. Ils vont prendre toutes les sorties de modèles, ils tournent 4 fois par jour, on a 2 modèles à Météo France, et ils vont faire ce travail d'analyse, et après ils vont produire derrière des bulletins, des assistances, etc., pour tout le monde, aussi bien le grand public que les préfectures, que les clients commerciaux. Alors, il y avait un graphe, pardon, j'avais oublié. Il y avait un petit diapo qui résumait vous l'aurez, de toute façon, la présentation. Oui. Voilà, qui résumait un peu les différentes sources d'observation. Je vous l'ai dit oralement, mais voilà, vous l'avez. Le radar, c'est quelque chose aussi. Le radar, en France, on a un réseau radar, je crois que j'ai une diapo derrière, qui est vraiment très, oui, je le dis, qui est vraiment très, très chargé. J'y reviens après. Voilà. Vous voyez un peu les différentes sources. Bon, je passe.
le radar, le principe d'un radar, c'est intéressant parce que dans notre région, c'est fondamental. On est dans une région autour de l'arc méditerranéen qui est évidemment très sensible aux phénomènes extrêmes, qui est soumise avec le relief à des phénomènes de petite échelle. Et le radar nous aide à estimer les précipitations. Autant la température, c'est un paramètre assez robuste et assez facile, entre guillemets, à mesurer. Les précipitations, c'est plus de l'ordre de... On mesure avec un pluviomètre et on estime avec un radar. Alors, le principe d'un radar, c'est une onde électromagnétique qui est émise. Et le radar tourne sur lui-même avec plusieurs angles de visée et va renvoyer le signal quand il rencontre un obstacle. Donc, l'obstacle, ça va être les gouttes qui tombent. Pas les gouttes de nuages, mais les gouttes de pluie. Ou tout ce qui tombe en fait. On a aussi une information quand c'est autre chose. On peut discriminer en fait maintenant le type de précipitation que l'on a de manière assez fiable. Et le réseau radar en France est extrêmement dense. Donc, je pense en même temps à Météorage aussi, qui est un réseau aussi extrêmement dense. Voilà, on a la chance en France d'avoir ce radar-là. Vous voyez qu'autour de la région sud-est, ils ont plusieurs couleurs parce qu'il y a plusieurs longueurs d'onde en fonction de ce qu'on veut faire aussi. Plus la longueur d'onde est grande, plus on va pouvoir taper loin, mais moins on sera précis aussi. Donc, et puis avec le relief, vous voyez qu'il y a plein de radars verts en montagne parce que il faudra un radar par vallée, quoi, en fait. Parce qu'il y a un masque sinon qui forcément empêche le signal de passer. Donc, le sud-est a besoin d'être bien couvert par ces radars. C'est pour ça qu'il y en a autant aussi dans le sud. Hop, je continue. Alors juste, c'est un peu ce que j'ai dit, je ne vais pas trop m'étendre davantage, mais à gauche, c'est la Terre, on découpe l'atmosphère en fait sur l'horizontale et sur la verticale jusqu'à 20-30 km. Et on va découper l'atmosphère comme ça, et dessus, vous avez des équations qui vont faire évoluer les paramètres. Les principaux, je vous les ai dit, bon après il y en a beaucoup plus, mais pression, température, humidité, vent, c'est les 4 principaux paramètres que l'on fait évoluer, on va dire de manière simple, et on va itérer, on va faire un calcul à un pas de temps, et puis on va itérer comme ça, et c'est comme ça qu'on fait une prévision de proche en proche, quoi. Et on va jusqu'à 240 heures, donc 10 jours. Ça, c'était juste pour vous dire, voilà, le calculateur, j'en ai parlé aussi. Donc, on est je regarde ce qu'il est marqué, puissance crête, 100 pétaflops, Atos Secana, ça c'est le dernier. Le bulle, actuellement, on est là. On a 21 pétaflops. Et on est... ah oui, là, celui-là, oui, pardon, celui-là, on est à un peu plus, ouais. Puissance crête, 100 pétaflops. Pourtant, là, il me semblait qu'on était à 21. Non, on est là, 21. Oui, c'est celui-à 21. Ça, c'est le pro, après, c'est un peu plus tard. Le projet, on est sans cesse en train de renouveler. Non, ça va, je ne vous ai pas dit de bêtises. On est bien à 21 pétaflops, ça n'a pas changé encore. Donc, vous voyez la progression, on est obligé de mettre évidemment à jour ça en permanence. Ce qui garantit aussi notre autonomie au niveau français d'avoir des modèles de fine échelle. Alors, les modèles qui sont utilisés. Alors, en rouge, encadré en rouge, vous avez les 2 grands modèles français que vous retrouvez d'ailleurs sur les sites aussi de passionnés de météo, type Infoclimat ou quoi. Vous retrouvez, toutes les données sont publiques. C'est la loi aussi qui nous a obligés aussi à mettre en ligne toutes nos données brutes de sortie de modèles sur les portails de données climatiques. Donc, les 2 grands modèles, c'est Arpège et Arome, dont vous pouvez entendre parler. Donc, Arpège, c'est un modèle résolution horizontale 5 km, Arome 1,3 km. On commence à être dans quelque chose de précis. Et là, on a même du Arome 500 mètres qui a été mis en œuvre, par exemple, pour les JO, voilà, sur des zones très petites. Alors, Arpège, qui a une maille assez grande, ça couvre le globe entier. Arome, qui a une maille plus fine, ça ferait trop de calculs, 1,3 km sur le globe entier, donc il a un domaine beaucoup plus restreint sur la France. Et il peut être aussi projeté sur des théâtres d'opération, par exemple pour l'armée. Et vous voyez qu'aussi, on a un modèle européen qui est considéré être le meilleur modèle du monde, et Arpège est bien placé aussi. Donc, c'est résolution 9 km, sortie de modèle aussi 4 par jour, là il y en a 8 pour Arome, et disponibilité des données. Alors, ça fait beaucoup du coup de données à analyser le matin pour le prévisionniste, et puis il faut savoir que tous les pays quasiment ont leur modèle. Donc, un modèle américain, modèle allemand, modèle suisse, etc. Donc, il y a des choix qui sont faits.
juste dans l'organisation, nous, on a des chefs prévisionnistes qui vont faire donc ce qu'on appelle le cadrage de la prévision pour la région. Et ils vont s'organiser, ils vont faire une conférence 2 fois par jour avec le chef prévisionniste national à Toulouse. Et ils vont cadrer ça, on va choisir un scénario tous ensemble. Mais on a un scénario pour la région, bien évidemment. Voilà. M'arrêter, hein, si je suis lancée, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Hein. Oui, alors la différence entre les modèles, c'est plein de choses. C'est que les équations ne sont pas forcément les mêmes, parce que quand on a un modèle à 10 km, on ne va pas prendre la même chose que quand on a un modèle à 1,3 km. Voilà. C'est, par exemple, pour ceux qui ont fait de la physique, c'est l'hydrostatique. Par exemple, la théorie hydrostatique de l'atmosphère, qu'on prend en compte à grande échelle, n'est plus valable à petite. C'est-à-dire que la formation d'un cumulonimbus, elle ne sera pas bien vue sur un modèle à 10 km, alors que sur un modèle à 1 km, forcément, là, c'est indispensable de prendre en compte la formation d'un nuage d'orage. Et les reliefs ne vont pas être le même. Donc là, ça vous donne une idée un petit peu du relief. Et vous voyez que sur les modèles type arôme, on va voir finalement se dessiner le relief de manière beaucoup plus précise que sur un modèle de grande échelle, c'est grossier. Donc vous voyez la différence aussi. Du coup, le prévisionniste, il doit analyser ça et se dire, bon, ok, quand j'ai un modèle de grande échelle, je sais qu'il ne va pas bien voir telle vallée, tel truc, tout ça, il ne va pas prendre en compte le flux qui arrive, qui va venir rencontrer l'autre. Et comme chez nous, il n'y a que des particularités comme ça, bon, bah, voilà, ça rend les choses un petit peu complexes. Source d'incertitude. Et oui, malgré ce super calculateur et ces super équations, vous avez compris que ce n'était pas parfait. Et en fait, c'est la théorie du chaos, hein, vraiment, qu'on essaye de modéliser dans notre métier. Le chaos est vraiment, fait partie intégrante vraiment de notre métier et de la prévision. Et donc, les sources d'incertitude sont multiples. Une des grandes sources, on l'a dit tout à l'heure, c'est le premier item ici, c'est la différence, finalement, les observations ne sont pas parfaites. Donc, le modèle, il part avec quelque chose, les observations, il n'y en a pas partout, etc. On l'a dit, etc. Donc, forcément, c'est pas mal, c'est de mieux en mieux, mais ça ne sera jamais parfait. Deuxième source d'incertitude, je vous l'ai dit aussi, c'est les équations, je vous ai dit, elles ne sont pas résolues. Donc, pas toutes, mais certaines ne sont pas résolues. Donc, on est obligé d'approcher la résolution en faisant du calcul numérique, en faisant des petits pavés comme on a fait, etc., comme on a dit. Donc, les erreurs de modélisation qui sont assez faibles à courte échelle, hein, même si on a l'impression parfois qu'il y a des grosses erreurs, mais non, en fait, il y en a assez peu à J1, c'est vraiment des choses assez mineures finalement en termes de risque. Par contre, à J+3, J+4, ça devient beaucoup plus flagrant, évidemment. Plus on s'éloigne du temps T0, plus évidemment on s'éloigne de la réalité, de ce qui va se passer. Et là, utilisation des prévisions probabilistes, oui, on va faire des probabilités. Par exemple, quand vous voyez, vous savez, la météo à partir du 4e jour, on parle il y a, on va vous dire, pardon, je cherche le terme. Indice de confiance. Merci, l'indice de confiance, merci. On va parler d'indice de confiance. Et l'indice de confiance, c'est en fait comment on fait pour faire ça. On dit 3 sur 5, 2 sur 5, 4 sur 5, etc. C'est en fait, on fait tourner le modèle 50 fois. Et 50 fois en faisant varier très peu les paramètres initiaux pour voir si c'est stable en fait. Et on va faire varier vraiment de l'ordre du 10e de degré, par exemple pour la température, et on va voir s'il donne toujours la même chose. S'il donne toujours la même chose, bon, bah, on aura une bonne confiance sur la prévision. Si par contre il varie dès qu'on bouge un tout petit truc, on aura un faible indice de confiance. Voilà. Ça, c'est un indice, par exemple, un indicateur. Là, vous avez des exemples, alors ça s'appelle les spaghettis, de modélisation à J+3, ici J+4, J+5, J+7, pour montrer que là où au départ, les spaghettis, quand elles sont serrées, ça veut dire que toutes les prévisions sont assez proches. À J+4, elles commencent à être différentes l'une de l'autre, et à la fin, J+7, vous voyez, c'est bien difficile de dire ce qui va se passer. Alors qu'ici, on avait un flux, par exemple, assez clair, une situation assez définie par toutes les modélisations qui ont varié très peu au départ. Donc voilà, c'est ça la dispersion que l'on voit à mesure qu'on s'éloigne de J. Alors, comment on fait pour appréhender ça? Il y a des choses qu'on sait bien, qui vont bien nous aider. C'est par exemple les phénomènes de grande échelle. Alors, c'est quoi un phénomène de grande échelle? C'est par exemple le courant de jet. Donc, ce courant de jet, c'est un tube de vent fort en altitude, vers 10-15 km dans l'atmosphère, au sommet de
la troposphère, qui est la couche en contact avec le sol, on va dire. Et là, ça, on sait à peu près comment ça se comporte. Donc ça ondule autour de la Terre, c'est piloté par la rotation terrestre et par les déplacements des masses d'air chaud et froid, les anticyclones des Açores, etc., dépression d'Islande, etc. C'est ce qui pilote le temps en Europe de l'Ouest. Et ça, on a une bonne prévisibilité, en moyenne à 5-7 jours sur ce genre de choses. C'est-à-dire on sait à peu près vers quoi on va. On sait si l'anticyclone des Açores revient, que le jet il est plutôt nord, etc., ou si au contraire, on arrive à avoir une tendance régulière voilà, à 5-7 jours. Après, à l'intérieur de ce courant de jet, on va voir des petits vortex qu'on appelle des dépressions, qui vont venir mélanger l'air chaud qui est tropical et l'air froid qui est polaire. Et en fait, ce que vous avez l'habitude de voir sur les images satellites, ça, c'est en fait le mélange de l'air chaud et de l'air froid autour d'un minimum dépressionnaire. C'est vraiment un vortex. C'est une zone de basse pression qui aspire et ça se met à tourner à cause de la rotation terrestre, l'effet Coriolis, et ça vient mélanger. Et c'est ça qui nous apporte front chaud, front froid, les pluies, etc. Donc ça, c'est une prévisibilité de l'ordre de quelques jours. Et puis un orage. Vous avez un magnifique cumulonimbus qui a atteint la stratosphère, c'est-à-dire vraiment la limite de la première couche d'atmosphère. Il explose un peu au-dessus parce qu'il est tellement puissant qu'il soulève un peu le couvercle. Et ce nuage d'orage qui est le plus puissant nuage observé, qui part du sol, donc qui fait 10-15 km, bon, 17 km, 18 km au tropique, il a une prévisibilité de l'ordre de quelques heures. Un nuage d'orage, son temps de vie, de formation, c'est 1 heure. C'est même 40 minutes. C'est-à-dire à partir du cumulus, du petit cumulus, de petits nuages de beau temps, entre guillemets, et jusqu'à l'étape de cumulonimbus, en une demi-heure, il peut déjà s'être construit. On peut avoir un orage si la situation est propice, bien sûr. Ça ne se produit pas à chaque fois, ça se saurait. Mais c'est quelque chose, du coup, qui est beaucoup plus dur à prévoir, parce qu'il a une durée de vie qui est beaucoup plus courte. Et après, vous voyez bien que les orages, ils ne durent pas tous 1 heure, ils durent souvent plusieurs heures, mais c'est qu'il y a autre chose. C'est que soit il y en a plusieurs orages, soit il y a quelque chose qui l'entretient, soit voilà, il y a quelque chose qui va venir renforcer sa durée d'existence et qui peut aussi le faire s'étaler et il peut faire plusieurs dizaines de kilomètres. Des questions à distance peut-être? Le lien avec nos téléphones portables, je vois que vous avez comme moi un téléphone Apple et un autre. Comment ça alimente les modèles des téléphones? C'est-à-dire les outils qu'il y a sur les téléphones sont directement liés à Météorage, enfin Météo France a des outils. Oui, tout à fait. Oui. Et vous pouvez même enregistrer votre observation sur le site de Météo France. Aussi. Et ça sert. Comme quoi, l'observation humaine. Humaine. Elle nous sert encore, mais vous avez raison, parce qu'en fait, avec cette automatisation, on a toujours besoin, par exemple, on n'a pas des capteurs de neige partout. Et si vous êtes dans un endroit où vous voyez de la neige, nous, c'est très utile, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous manquera toujours, c'est vrai. Mais même s'il y avait des hommes déjà en poste, c'est toujours utile. Et donc, sur le site de Météo France, si vous descendez en bas, c'est le site officiel, sur votre téléphone, en bas, il y a marqué Ops participative. Et vous pouvez cliquer et rentrer le temps qu'il fait là où vous êtes. Vous pouvez mettre des photos. Nous, on s'en sert aussi, même s'il fait beau, pour faire des tweets, des fois aussi sur le compte Twitter de Météo France Sud-Est. Bref, c'est quelque chose qui reste, vous avez raison de le souligner, intéressant. Par rapport à l'application fournie directement par les opérateurs, par Apple, il y a donc... Là, oui, alors, des modèles qu'il y a derrière, c'est souvent... Non, c'est rarement le nôtre, c'est souvent le modèle WRF, le modèle WRF américain. C'est souvent celui-là, qui est un modèle, alors, il n'est pas du tout meilleur, etc. C'est un modèle qui est très accessible, en fait, facilement. C'est pour ça qu'il l'utilise. Voilà. Moi, j'ai une question, justement. Le statut de Météo France, ce qu'il était, ce qu'il est devenu, parce que vous avez parlé de clients commerciaux. Ah, merci, j'avais la gorge, c'est gentil. Parler de clients commerciaux alors qu'à l'époque, tout à fait. On ne parlait pas de vente de données ou de prévision. Oui. La deuxième, c'est par rapport aux prévisionnistes, donc on va y arriver. Oui, j'y arrive. Il y a vos prévisionnistes, mais justement, les sociétés aujourd'hui Mm-hmm. prennent vos données Mm-hmm. et ont leur propre prévision. Oui. Oui, tout à fait. Et la troisième, c'est par rapport à l'observation, pas l'observation, par rapport aux mesures. Oui. Vous avez parlé de mesures de température, de pression et de vitesse de vent, etc. Dans l'atmosphère. Oui. Mais dans l'eau, est-ce qu'on prend la température de l'eau? Parce que là aussi, on sait que ça a une influence quand on parle que la Méditerranée se réchauffe et autres. Oui. Est-ce que là aussi, quand il y a des stations... Vous avez noté vos questions, parce que si j'oublie... oui, j'ai noté.
Alors, la première, c'était sur Le statut. le statut. Alors, Météo France est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et la cohésion des territoires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que... Oui, alors ce que ça voulait dire. À la base, on était... Le financement, s'il est que sur la vente, comme c'est du commercial. La part commerciale, en fait, augmente en permanence. On rend des comptes à la Cour des comptes. Et en effet, depuis 1993 et le décret de création de Météo France, on est un établissement public à caractère administratif. Avant, c'était la météorologie nationale. Et en effet, il n'y avait pas de vente de produits. Donc maintenant, on a en effet un budget avec des recettes commerciales, etc., qui doivent en effet prendre une part plus importante. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et la météo est née de l'aviation à la base, en fait, de l'aéronautique. C'est ça qui a permis vraiment son essor dans l'entre-deux-guerres pour accompagner l'armée. Et en même temps, elle a pu se développer parce que les avions permettaient d'avoir une vue aussi des nuages et une analyse de l'atmosphère qui était plus facile. Et après la guerre, c'est devenu la météorologie nationale. Voilà. Parce qu'on a souvent les agriculteurs et les pêcheurs, à l'époque, Ouais. on entendait Dogger Bank, Fisher Bank, etc., à France Inter, et on nous donnait la météo en mer, qui Oui. était donnée même à la radio, quoi. Oui. Alors en mer, vous allez avoir après l'émission des BMS, etc., qui sont émis sur les radios de sécurité, sur les ondes de sécurité. Mais voilà. Et après, nous, on est présents aussi sur France Info, par exemple. Hein, on fait le bulletin sur les chaînes de France Inter. Bon, bref. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors deuxième question, c'était sur... Mais les clients commerciaux, vous avez principaux. Ah, les clients commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de clients en fait commerciaux. On a SNCF, on a, je vais en oublier plein, EDF, on a Les autoroutes. tous les autoroutiers, merci, bien sûr, c'est énorme, Vinci, etc. On a des grands clients autoroutiers et commerciaux. On a France Télévisions. France Télévisions, non, on l'a plus. On l'a eu, on l'a Aussi, plus. On a TF1. Et quels sont les clients non commerciaux, donc officiels, c'est-à-dire l'armée et autres? Alors, dans les clients institutionnels, on a l'armée, en effet, soutien aux forces, donc à la fois à travers les météos militaires aussi, mais qui sont formés à l'École nationale de la météo à Toulouse et qui vont après être déployés sur les bases et sur les théâtres. On a aussi un rôle de formation, donc en effet là. Moi, j'ai enseigné 10 ans à l'école de l'air aussi pour les pilotes de la défense, par exemple. Donc ça faisait partie, voilà, c'était un métier aussi particulier, mais qui fait partie aussi de nos missions. On a comme client institutionnel toutes les préfectures, tous les, au niveau des représentants régionaux, départementaux. Voilà. On est vraiment à la disposition de l'État. On est assimilé fonctionnaire, on est vraiment à disposition de l'État. Et c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui aussi. D'accord. Voilà, pour le cyprès. Et la dernière, c'était la température de l'eau. La température de l'eau. Donc nous, on a comme en effet objectif dans notre contrat d'objectif de mesurer la température, et dans les missions de Météo France plutôt, pardon, dans les missions de Météo France. Donc le premier truc, c'est sécurité des personnes et des biens. Hein. Tout ce qui est SPB, nous, c'est notre première mission. Et dans la sécurité des personnes et des biens, là, on a la surveillance en fait de l'atmosphère et de la surface de l'océan. D'accord. C'est comme ça qu'on dit. Donc, donc on ne va pas rentrer après à l'intérieur. Donc, surface de l'océan, ça veut dire hauteur des vagues, principalement. Donc, la météo marine, voilà, c'est à Toulouse. Et voilà. Et donc, la mesure de température de la mer est faite principalement par les satellites. Hein, j'ai à peu près répondu. Bon, s'il y en a d'autres, de toute façon. Voilà. Alors, au niveau de la chaîne de prévision, c'est intéressant juste de voir qu'il y a un chef prévisionniste national à Toulouse, des chefs prévisionnistes dans les 7 régions météo qui correspondent à peu près aux zones de défense. Il n'y a que la zone de défense sud qui se partage un peu entre Bordeaux et nous, pour des raisons climatiques. Et ces chefs prévisionnistes régionaux et nationaux, je vous ai dit tout à l'heure, 2 fois par jour, ils font une conférence et puis ils s'organisent pour établir la vigilance. Donc moi j'ai une équipe de 15 prévisionnistes, chefs prévisionnistes régionaux, donc c'est un service H24 comme je l'ai dit, et puis on a 15 météorologistes conseils dans l'équipe aussi, dans la région, à Aix, qui vont eux affiner la prévision à l'échelle locale. Donc à l'échelle locale, c'est-à-dire on a un poste Languedoc-Roussillon, un poste PACA, et après les clients, ils ont des besoins, par exemple le Grand Port de Marseille, il va avoir un besoin particulier.
pour ces prévisions pour le port. Voilà, j'en arrive à la vigilance. Alors, pour affronter en effet toute cette complexité de prévision, bah, finalement, le système de vigilance, il est là pour ça. Il est né, je ne sais plus si j'ai mis le slide derrière, j'ai écrit en même temps. Ouais, j'ai un petit topo derrière. Alors oui, déjà, ce qui est important sur ce slide-là, c'est que la vigilance n'est pas l'alerte. L'alerte, c'est la sécurité civile qui l'a en charge. C'est le ministère de la Sécurité civile et les autorités locales de sécurité civile qui vont mettre en œuvre, suite à la vigilance, prendre des décisions, des actions vraiment concrètes sur le terrain, de positionnement, de force, etc. Nous sommes dans la vigilance. La vigilance, c'est quelque chose de technique. Ce n'est pas une prévision, mais c'est basé évidemment sur les prévisions. C'est important parce que souvent on confond vigilance et prévision et ce n'est pas la même chose. La vigilance, c'est vraiment une activité, une production qui permet à l'échelle départementale, et ça aussi c'est important, de mettre une couleur, et cette couleur est définie par nos prévisionnistes, mais elle a été pré-travaillée, si vous voulez, avec la sécurité civile, pour que ça serve justement au niveau des autorités aussi, pour mettre en place les ressources nécessaires. Et on se base aussi sur l'observation, bien évidemment. Et l'idée de la vigilance, c'est d'avertir tout le monde en même temps. C'est ça qui est, je crois que j'ai sur le slide suivant. Bon, il est très chargé, mais j'allais dire, c'est pas grave. Bon, c'est souvent les événements météo que vous avez en bas de l'échelle qui ont piloté la création et la mise en place de la vigilance. Donc on a eu, c'est vrai, Vaison-la-Romaine, par exemple, qui a été un précurseur des premières alertes mises en place. Ça s'appelait alerte à l'époque météo. Et après, on est passé sur le système vigilance météo suite aux tempêtes Lothar et Martin de 99 et à une très forte pluie, un système très pluvieux sur le Gard en 2002 aussi, qui a marqué énormément les esprits. Et donc, ils se sont dit, bon là, on a une défaillance au niveau du système d'information, au niveau du grand public notamment. Et il fallait que le grand public soit averti en même temps que tout le monde. Donc, une chaîne unique pour tout le monde. Et là, on a eu des paramètres donc, du coup, qui sont apparus. Hein. On avait déjà avalanche, on avait neige, verglas, vent violent, orage. Ça a peu bougé. Le gros truc qui a été ajouté, c'est la canicule en 2003. Et vague submersion qui a été ajoutée aussi. Et puis après, il y a eu la prévision des crues avec le CHAPI et les SPC, services de prévision des crues. Ça s'est affiné au niveau, c'est en train toujours de s'affiner, qui ont en charge la crue sur des cours d'eau surveillés. Nous gardons une vigilance pluie-inondation sur des cours d'eau non surveillés. C'est un petit peu complexe, mais voilà. On a donc tous ces paramètres aujourd'hui et c'est quelque chose qui évolue en permanence. La vigilance, n'est pas statique du tout. C'est-à-dire, il faut s'adapter aux besoins, et notamment le changement climatique, puisqu'on va en parler un petit peu, pilote ça aussi et fait qu'on a besoin d'un système d'alerte qui soit adapté. Et aujourd'hui, par exemple, la vigilance l'année dernière, il y a 2 ans, pardon même, elle a été mise en place à J+1, d'ailleurs je vois 2020, mais c'était 2022. Je ne sais pas pourquoi c'est 2020, ça doit être une erreur ça. Et donc elle est passée à J et J+1. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, donc, sur la vigilance, là je me permets de sortir du coup. Je peux arrêter le grand écran. Voilà, et là, et je vais vous aller directement sur le site, puisque je l'ai ouvert. Je suis, vous le voyez, sur le site de Vigilance de Météo France. Donc, c'est vigilance.météofrance.fr et vous avez aujourd'hui et demain. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui permet d'anticiper un petit peu aussi. Et la prévision, l'amélioration de la prévision et l'amélioration des modèles, finalement, permet ça aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aujourd'hui. Donc c'est une vigilance départementale. Elle est infradépartementale pour les avalanches et pour les vagues submersion. C'est-à-dire qu'on peut voir des zones apparaître en effet plus petites que le département, infradépartementale, pour ces 2 paramètres-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Là, je voulais vous montrer, parce que c'est le prochain slide, qu'après J+1, à partir de J+2 et jusqu'à J+7, vous avez une page qui est aussi accessible. Hein, vous avez vu où j'ai cliqué prochain jour. Et ça, souvent, je vois que ce n'est pas quelque chose encore qui est passé, donc j'en profite pour vous le dire. C'est quelque chose qui vous permet d'anticiper, au-delà de J+1, la probabilité d'avoir un phénomène qui risque une vigilance orange. Donc ça s'allume quand il y a un risque de vigilance orange estimé
à plus long terme. Évidemment, ça reste compliqué. Mais là, vous voyez, on est au risque numéro 1, faible, 30%. Donc, ça vous indique la probabilité, voilà, d'avoir une couleur orange sur les paramètres. Et les paramètres il y a canicule qui a été ajoutée pour l'été. Là, on est rentré dans la période d'hiver, donc grand froid est ajouté à la place de canicule. Mais vous voyez qu'on est 30% pour notre région sur vendredi, samedi. Et pour l'instant, dimanche, il n'y a rien. C'est très grossier. Vous voyez, après, c'est coupé en 4, hein, la France. Vous avez compris pourquoi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la dispersion, dès qu'on s'éloigne un petit peu. Mais là, on a déjà quelque chose d'un signal un peu précis quand même. Donc ça, je vous invite à aller le voir aussi pour suivre le risque d'avoir la probabilité d'avoir un phénomène. Je reviens à ma présentation. Ah, pardon, CTRL L, c'est quoi ça? C'est moi qui le fais ou pas? Je ne sais plus. Là, voilà. C'est bon. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, entre J-7 et J-2, vous avez la pré-vigilance, entre guillemets. Donc, c'est la carte que je viens de montrer, phénomène dangereux, elle s'appelle, que vous avez sur le site public. La vigilance, évidemment, sur le site public avec J-1 et J. Enfin, pardon, J et J+1, pardon, excusez-moi. Enfin, vision à 2 jours. Parce que le J-7 me perturbe, en fait, c'est en temps inverse pour moi. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait quand l'événement est en cours? Et qu'on voit que on est dans une région où, en effet, malgré tout ce système, il peut y avoir des bulles orageuses. C'est la limite de la prévisibilité, finalement, hein. Et c'est ce sur quoi on discute un petit peu en ce moment dans l'actualité. Mais c'est vrai que les phénomènes orageux, nous, on a un cadre qui nous dit qu'on a une probabilité d'avoir ça, puis des fois, il y a une bulle. C'est compliqué, ça dépend de chaque situation. Mais on peut y avoir, en effet, des différences. Pour les communes, de quoi elles disposent à ce moment-là? Elles disposent elles peuvent avoir un abonnement, elles peuvent avoir plusieurs infos, mais il y a aussi un système public, là, c'est APIC. Et ça, je voudrais le rappeler aussi. Donc, le système APIC permet, en fait, c'est l'observation immédiate, c'est-à-dire d'avoir d'être informé quand on dépasse un certain seuil de précipitation sur des zones. Les zones, toutes les communes y sont maintenant. Je vais retourner sur Internet pour vous montrer. Le système APIC, ici, il est là. Donc, c'est apic.météofrance.fr. Donc, pour s'abonner, c'est assez simple. Il faut se créer un compte. Alors, moi, non, justement, là, je ne suis pas connectée. Vous pouvez vous créer un compte. Alors, attendez, pardon. Il faudra que je vous redise, sinon je vous retournerai les infos. Et vous avez, quand je zoome, j'ai une autre image de ce qui s'est passé. Vous allez avoir les 36 000 communes finalement qui apparaissent. Vous voyez les petites zones qui apparaissent? Donc, à l'échelle de ces zones-là, ça s'allume de la couleur rose ou violet quand on dépasse une durée de retour. Alors, violet, c'est 10 ans. Très intense, c'est rose, c'est 50 ans. Donc, je peux vous montrer là, du coup, je pense que parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça ne s'allume pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleut pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas passé cette probabilité d'avoir ces pluies-là avec cette durée de retour-là. Je reviens là et je pense que je l'ai mis là. Voilà, ça c'était cette semaine, c'est pour vous montrer le détail des zones. Donc, les maires qui sont abonnés, alors qui peut s'abonner, hein, c'est les maires, les intercommunalités, les préfectures qui peuvent s'abonner. On peut avoir jusqu'à 5 abonnements, 5 numéros de téléphone, adresse mail, etc. Et en temps réel, on reçoit l'alerte. Et c'est une info en temps réel. Là, on est dans l'immédiat, quoi. Vraiment. Gratuit. Et c'est tout gratuit, bien sûr. Et il y a la même chose pour Vigicru-Flash qui permet de surveiller aussi les cours d'eau. C'est sur les cours d'eau non surveillés quand ils réagissent. C'est un système automatique, mais qui permet d'avoir une indication, on va dire. Je reviens sur la carte de vigilance rapidement pour rappeler que le niveau vert, tout le monde comprend qu'il n'y a pas de... Ouais. Le niveau vert, tout le monde comprend qu'il n'y a pas d'action derrière. Mais dès le niveau jaune, il se passe quelque chose. Dès le niveau jaune, il peut y avoir des choses importantes. On a des morts régulièrement en vigilance jaune. Et malheureusement, la vigilance jaune, souvent, est considérée un petit peu... ça va, c'est jaune. En fait, il faut savoir que s'il y a un risque orageux, si l'orage n'est pas intense, c'est du jaune. Mais un orage, si on est dessous et s'il y a un impact de foudre, forcément, ça peut générer des dégâts, voire des blessés. Donc, mais ce qui fait le jaune, c'est que c'est isolé. Et que ça ne demande pas de déployer au niveau des autorités des moyens importants. Le niveau orange, là, on comprend tout de suite qu'on est dans un phénomène dangereux.
il s'accompagne d'une réponse graduée des autorités en fonction des liens qu'on a avec eux, évidemment, et de ce qu'on va avoir. On fait des conférences, évidemment, avec eux pour les aider à dimensionner. Et puis le rouge, là, par contre, c'est mobilisation maximale. Ça génère toute une série d'actions, évidemment, derrière, avec les autorités pour accompagner le phénomène. C'est quelque chose. Alors, chaque rouge, il y a des indications pour les prévisionnistes, pour passer sur des seuils, etc., qui sont liés aux particularités du département. Ce n'est pas les mêmes seuils. Vous imaginez, pour vous donner un ordre de grandeur, je ne sais pas si vous savez combien il pleut à peu près sur ici, là, dans le coin, là, ici, autour de Martigues, on doit être entre 500 et 600 mm par an. Un petit orage d'été, c'est 30-40 mm. C'est pas mal. Quand il a plu un peu sur Marseille, sur une ville, là que ça déborde un tout petit peu, c'est 60-70 mm. Parce que c'est très urbanisé aussi, ça réagit vite. La Roya, Alex, 500 mm en 24 heures. Ben voilà, c'est un an de pluie. Là, ce qu'il est tombé la semaine dernière sur la Lozère et l'Ardèche, c'est de l'ordre de 700 mm. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes seuils partout. Parce que les précipitations à Paris, on peut avoir les mêmes phénomènes d'inondation finalement avec 40 mm. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes seuils partout. Donc, les seuils sont adaptés, c'est des indicateurs. Et puis après, aussi, on tient compte du contexte. Est-ce que les sols sont trempés? Est-ce qu'il a déjà beaucoup plu? Est-ce qu'il y a des ouvrages? Voilà, enfin, on va tenir compte un petit peu du contexte. Ça reste un phénomène météo, voilà, mais on en tient compte. Il y a donc, je rappelle que c'est départemental. Et c'est ça qui est difficile aussi parce que les gens peuvent ne pas comprendre le côté départemental. Donc, il y a des bulletins écrits associés. En effet, c'est la difficulté de la vigilance. C'est pour ça que j'en profite pour le redire. C'est bien départemental. C'est ce qui est demandé actuellement. Ce n'est pas dit que ça n'évolue pas. On fait déjà de l'infradépartemental pour d'autres paramètres. Mais après, c'est difficile aussi. Il faut voir les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Mais en effet, actuellement, c'est départemental. Donc, quand un département est rouge, ça peut être rouge pour une zone finalement localisée aussi du département au final. Et certains diront, bah, moi, il n'a pas plu là où je suis. Par exemple, si c'est un phénomène pluvieux. Ça, c'est le risque, entre guillemets, associé. Vous avez une échelle chronologique. Là, c'était une progression de la vigilance, une évolution de la vigilance au printemps, qui est maintenant à l'échelle départementale. Si je reviens sur la diapo d'avant, ça, c'est la vigilance au niveau français et métropolitain et corse. Et on a les couleurs qui sont affichées en mettant la couleur maximale. Par exemple, pluie inondation, c'est pas rouge partout, évidemment. Donc, on met la couleur maximale qui concerne toute la zone. Et quand on descend à l'échelle comme ça du département, bah là, c'est le 13 qui est bien encadré. Pour le 13, pluie inondation, on va passer du orange, et là, on a le détail. Du rouge de 12h à 18h, ensuite orange, jaune et vert. Voilà. Bon. Et on transmet l'information de couleur sur les crues, mais ce n'est pas nous qui la faisons. La Vigicrue, c'est fait par le CHAPI et les services de prévision des crues. Donc ici, c'est le service prévision des crues Med-Est, il y a aussi Med-Ouest, Grand Delta, pour la zone régionale. Et ce sont eux qui éditent la couleur. Nous mettons l'information sur le site de vigilance. Ça va, c'est à peu près clair? Bon. À distance, aussi, vous me dites. Je suis le fil de conversation pour ceux qui veulent poser des questions qui n'ont pas de micro connecté. Alors, on accompagne aussi ces cartes par un bulletin, même si les gens ne lisent pas forcément toujours les bulletins. Mais dans le bulletin, il y a beaucoup d'informations. Alors, pour l'instant, ce bulletin, il est zonal, c'est-à-dire à l'échelle de la zone de défense que vous voyez ici. Tout à l'heure, je vous disais, vous voyez, cette zone de défense, c'est la seule en France qu'on doit se partager avec Bordeaux, parce que cette partie, la Midi-Pyrénées, et nous, on s'arrête au Languedoc-Roussillon, c'est pour des raisons climatiques. Ce n'est plus le climat méditerranéen. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, pour nous de travailler là-dessus. C'est plus Bordeaux qui travaille sur tout ce qui arrive de l'ouest. Ça arrive jusqu'au Corbière, quoi. Bref, donc cette zone de défense-là, finalement, on va avoir un bulletin là-dedans qui va décrire toute la vigilance sur cette zone. Et il faut le lire. Alors, il est structuré, je crois que j'ai une diapo suivante. Hop. Pardon, j'ai été un peu vite. Non, je n'ai pas mis. Enfin, il va y avoir plusieurs parties dans ce bulletin. Il est en train d'évoluer aussi, encore. Je vous le dis, c'est quelque chose qui est vivant, la vigilance. Donc, il y a une partie qualification, il y a une partie synthèse de l'évolution. Et il faut aller chercher, en effet, on essaye de mettre en relief vraiment les zones qui sont concernées pour que ça soit lisible.
mais c'est quelque chose qui évolue aussi, qui est amené à évoluer dans les mois ou années à venir, pour être plus lisible encore. Il n'y a pas de vigilance aujourd'hui. Ah, si, on a du jaune, mais attendez, je vais voir si je peux vous montrer juste. Je suis en train de... Non, on a que du jaune. En jaune, il n'y a pas de bulletin. Par contre, vous voyez que quand vous parcourez sur la carte comme ça, vous voyez quel paramètre est concerné par le jaune, le picto. Ça aussi, ça a été ajouté cette année. Ça l'était avant dans l'ancien système, mais comme on a basculé sur un nouveau système, et voilà, ça vous permet à chaque fois de voir ça. En jaune, il n'y a pas de bulletin. Pour l'instant, c'est comme ça qu'avec la sécurité civile, on est organisé. Voilà. Et le bulletin commence à partir de l'orange. Allez, je termine avec la prévision feu de forêt. Moi, j'ai Oui. une question sur la vigilance. Oui. Quelle est votre part de responsabilité, puisque souvent, Ouais. on décrit le fait que la météo n'a pas fonctionné, ou on nous a... Donc, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Nous, on a des indicateurs de qualité qui permettent de nous situer. On fait des rétex à chaque vigilance, on évalue notre vigilance et on a des taux suivis, c'est dans notre COP de l'établissement. On a des indicateurs où on voit si c'est une fausse alarme ou au contraire une non-détection. Voilà. Et donc, on a des taux qui sont établis où on considère qu'on est, on est dans les clous ou pas. Donc, pour l'instant, on est vraiment toujours dans les mêmes marges qui sont acceptées. On a une obligation de moyens. Au niveau, on est aussi ISO 9000, et on a, voilà, évidemment, aussi, qui nous oblige finalement à mettre tout notre système en phase aussi avec ça. Donc, on a ce suivi permanent. On rend des comptes aussi dans une commission interministérielle avec la DGS-CGC, où on rend compte aussi de notre système et des situations qu'on a rencontrées, qui sont évaluées. C'est important, en effet, pour toujours essayer de voir où est-ce qu'on en est. Et voilà. Et surtout dans un climat qui change en plus. Une crise, une vraie crise. Oui. Est-ce que vous pouvez être en direct aussi avec le préfet ou autre on fait téléphone? Parce que là, on a l'impression que ce sont des cartes qui arrivent et puis chacun en fait ce qu'il doit en faire. Ouais. Mais est-ce que réellement aussi, il y a de l'humain qui nous... La semaine dernière, Voilà. il y avait 8 prévisions. Il y avait combien? On a bien renforcé les équipes parce que c'était une grosse situation qui durait longtemps et qui concernait toute la région. Oui. Je peux vous dire, parce que j'étais là aussi, et on a tous été sur le pont, jour et nuit, et au téléphone, c'est-à-dire vous raccrochez le téléphone, il ressonne. Et qui on a au téléphone? On a principalement les préfectures. Les préfectures organisent ce qu'on appelle des COD, donc des centres opérationnels départementaux ou des centres de crise, si vous voulez, des cellules de crise, où on fait des visios maintenant et la météo est la donnée d'entrée un petit peu de ces cellules de crise. Et il y a les pompiers, etc., qui sont là. Il y a ce qu'on appelle le site PC pour le bras armé un petit peu de la préfecture pour mettre en œuvre les moyens aussi et accompagner. Et on est, Anne-Cécile, et on est avec eux, mais en permanence. Donc, on a des cellules comme ça ouvertes toute la journée, voire toute la nuit. Et on est avec... Excusez-moi, Oui. j'ai une petite question par rapport justement au point météo quand il y a un COD. On a déjà fait remonter plusieurs fois l'information. Vous faites un point à 16 heures. Vous êtes, pardon, je ne vois pas qui vous êtes. Madame Bonafy à la ville de Grasse. Tout à fait. Ouais. Votre point météo de 16 heures, en fait, après le temps que du coup il y ait les décisions derrière et un retour préfecture, ça arrive souvent 17h30. Le souci, c'est que nous, nos personnels dans la collectivité, à partir de 16h30, il n'y a plus personne. Donc, on a au niveau réactivité pour prévenir les services, ça arrive toujours, tout le monde est rentré chez soi et c'est un peu compliqué. J'avais posé la question, savoir si vous ne pouviez pas un peu avancer votre point météo de 16 heures. De quel point météo vous parlez? Parce que nous, on en fait un le jeudi aux préfectures à 16h30. C'est quelque chose qu'on a ajouté l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, où on fait un point régulier tous les jeudis. Après, on appelle les préfectures, pas forcément les communes, puisque ça, c'est une histoire après de... Non, les préfectures. Vous appelle. Mais nous, on appelle les préfectures systématiquement quand il y a une couleur, un changement de couleur au passage de la vigilance, et la vigilance est à 16h. Ça, par contre, c'est comme ça. Oui, c'est ça en fait, c'est pendant les vigilances.
Nous, Et on oui, attend le retour de votre point avec la préfecture. On sait qu'ils on les a attendent votre point. prévenus aussi Ouais, s'il le faut, je veux dire, hein, ça peut être aussi à n'importe quelle heure. Donc, ça, c'est lié au changement de couleur de la vigilance, où on accompagne au changement de carte, de couleur sur la carte, avec un appel systématique aux préfectures. Donc, ça, d'accord. c'est dur. Donc, c'est quelque chose qui est national et qui fait que la carte, voilà, elle est émise 2 fois minimum par jour, à D'accord. 10 matin et à 16 heures, mais il peut y en avoir une beaucoup plus souvent s'il y a besoin. C'est celui de 16 heures, en fait. En fonction de ce qui est annoncé, voilà, derrière, nous, le temps d'avoir le retour officiel, on a du mal à s'organiser. Oui, je comprends. Là, c'est vraiment avec la préfecture après qu'il faut voir éventuellement pour raccourcir ce délai-là. Mais nous, c'est lié à la carte de vigilance qui sort à 16 heures. Oui, d'accord, elle sort à 16 heures. Moi, je voudrais réagir par rapport à ce que Oui. vient de dire cette dame, Oui. puisqu'elle dit à partir de 16 heures, c'est plus compliqué pour nous et autres. Oui. Par contre, comment fait-on quand ça tombe le week-end, puisque bon, la météo ne s'arrête pas non plus le Ah non, c'est week-end. jour et nuit et 24, oui. Mais derrière, je sais qu'il y a des communes où il y a un système Oui. de maintenance, enfin, Oui. d'astreinte qui permet derrière Oui, c'est avec les DGS qu'il voilà. faut voir comment Oui, Oui, s'organiser. mais nous aussi, on a le système d'astreinte, j'en fais partie, mais si par exemple ça arrive un jeudi à 16h45 pour prévenir que le lendemain il n'y a pas d'école et prévenir tous les personnels, ils sont tous rentrés chez eux, même ceux qui peuvent faire du télétravail, ils n'ont pas forcément pris C'est leur sûr. ordinateur. C'est cette logistique-là, en fait. Après, le reste, voilà, si les écoles sont fermées le lendemain, c'est plus facile à gérer, il y a moins de circulation forcément. Mais c'est cette logistique, des agents de la collectivité parce que tous nos services sont déjà partis et ils sont voilà, Oui, c'est j'en plus sais rien. Et c'est difficile à joindre. des communes, en effet, et des plans, des PSC aussi, PCS, pardon, qui doivent de prendre en compte ça, quoi. Et c'est pas, voilà, malheureusement, c'est pas notre niveau. Ouais. Un petit mot sur la météo des forêts, qui est un nouveau produit donc depuis l'été de 2023. Et c'était suite aux incendies dans le sud-ouest de l'été 2022 que le président de la République, voilà, a demandé une carte qui a été appelée Météo des forêts et qui utilise en fait les couleurs de la vigilance. Donc ça, souvent c'est appelé vigilance des forêts, des feux, vigilance feu. Ça s'appelle. En fait, non, c'est pas une vigilance, c'est une météo des forêts. Et en fait, le président de la République a demandé à ce que. Il y a deux mesures qui nous ont concernés, hein, côté Météo France, c'est-à-dire au niveau du grand public, il voulait qu'il y ait une information au niveau national. D'où l'idée de cette carte. Il faut savoir que la région Sud-Est est une région qui, évidemment, depuis plus de 50 ans, est concernée par ce risque, et a toujours été concernée par ce risque, mais le traite, on va dire, et qu'une assistance est en place. Donc on avait déjà cette culture-là. Et un travail qui est marqué ici, en deuxième, c'est le deuxième point, c'est le volet anticipation et gestion moyens de lutte contre les incendies pour appuyer la sécurité civile. C'était déjà le cas ici dans le sud-est. Avec nous, moi j'ai 4 prévisionnistes qui vont en cellule à Marseille au centre opérationnel de zone tout l'été pour pouvoir appuyer la DGSCGC et faire l'assistance feu de forêt. Et donc, nous, on est déjà dans ce système-là. Ce qu'il a souhaité, c'est que ça soit élargi au sud-ouest et puis progressivement à d'autres régions. Ça, c'est pour la partie vraiment gestion des moyens de lutte. Mais sur la partie prévention, pour le grand public, la météo des forêts doit donner un premier niveau d'information à l'échelle départementale. Donc, à l'échelle, voilà, encore une fois, ce n'est pas une vigilance, mais c'est un dispositif qui permet de non pas dire s'il y a un risque de feu, hein, ce n'est pas une vigilance, mais de dire s'il y a un danger. On ne parle pas de risque, on parle de danger. Voilà, c'est une carte de niveau de danger. Le terme est important parce que sinon, on n'associe pas forcément les bonnes choses derrière. Il peut y avoir une méprise. Parce qu'il faut savoir que bon, 90% des feux sont causés par l'homme. Donc, on peut très bien être sur la carte météo des forêts, être en danger feu très sévère ou extrême, et en même temps ne pas avoir de feu parce que les pompiers seront peut-être là sur place pour éteindre le moindre petit truc, peut-être qu'il n'y aura personne pour jeter un mégot, voilà. Donc ça, c'est le risque feu, ça, qui prend en compte l'interaction avec l'homme. Voilà. Donc voilà, elle utilise donc le code couleur de la vigilance, c'est une information délivrée tous les jours. Qui va du 15 juin au 15 septembre à peu près. C'était juste pour dire un petit mot là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est nouveau.
J'ai terminé sur la première partie. J'ai presque tenu mon timing. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je passe à la deuxième partie. Autant vous pouvez y revenir après, si pas de problème. Moi, je sais pas, par Oui. rapport aux précipitations, Oui. vous estimez ce qui va pouvoir tomber à un moment. Donc, ça, vous le faites comment? Autant je comprends que les vents peuvent changer, la température modifiée, etc. Oui. Mais la conséquence, ça va être dans ce cas-là, la précipitation ou du vent, des choses comme ça. Oui. Comment on peut estimer la quantité d'eau, vous voulez dire? La quantité d'eau, en fait, elle est pilotée aussi par des lois physiques, dont une qui est importante, et on va en parler un petit peu dans le changement climatique, c'est la loi de Clapeyron qui dit qu'en fait, l'air ne peut pas contenir une quantité de vapeur d'eau infinie. Oui. Et ça, c'est piloté par une loi physique. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait penser que, pas forcément. En fait, il a une capacité, entre guillemets, à contenir de la vapeur d'eau qui est de 7% par degré. Et donc, plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de la vapeur d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il en a beaucoup, il peut contenir. Alors après, il va se charger, par exemple, pourquoi les épisodes méditerranéens, c'est souvent avec un flux de sud qui se met en place sur notre région, parce que cet air qui vient du sud, il est passé au-dessus de la Méditerranée, et en passant au-dessus de la Méditerranée, si la Méditerranée est très chaude, c'est un élément supplémentaire, ça va s'évaporer. Et en s'évaporant, ben, ça va charger en vapeur d'eau l'air au-dessus. Et nous, on a des paramètres qui permettent de modéliser ça, qui permettent de qualifier la charge en eau et en énergie, du coup, derrière. C'est de l'énergie, en fait. À chaque fois que l'eau change d'état, c'est de l'énergie libérée ou absorbée. Et en fait, on mesure cette charge énergétique et en eau à travers nos paramètres, nos modèles, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est très modélisé, on connaît, même si on peut encore s'améliorer, bien évidemment. Et puis, ce sont des choses tellement très, très complexes, après, l'interaction entre tout. Mais c'est ça, en fait, c'est bien vu, ça. Oui, ça, il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir puisque Non, c'est combien. Oui, ça nous dit combien. Ça nous dit l'estimation de à peu près combien il y a. Et là, par exemple, sur l'épisode qu'il y a eu, on était à peu près dans ce qui est tombé. Il est tombé, par contre, localement qu'ailleurs. Mais ce qu'il est tombé a correspondu à peu près à ce qui était estimé. Mais ça peut tomber en un quart d'heure comme ça peut tomber en 2 heures. Alors après, vous parlez d'autre chose, vous parlez d'intensité. Voilà. Parce qu'on parle il y a à la fois ce qui tombe, au total. Oui. Donc on vide vraiment le nuage quelque part. Et puis, il y a en combien de temps? Et là, on arrive... C'est quelque chose qui est très difficile. Je vais en parler un petit peu parce qu'il y a une thèse récente sur le changement climatique qui va vous intéresser. Parce que notre région c'est vraiment un des sujets, c'est l'intensité. Par exemple, là, c'est difficile à prévoir. On a des choses qui nous permettent d'affiner ça. On a des paramètres qui nous permettent de travailler sur l'intensité. Et ça fait partie des choses, des fois, qu'on précise dans les bulletins, avec des intensités localement fortes. C'est-à-dire, on essaye de voir en combien de temps ça va tomber. Mais là, on arrive à la limite de la prévisibilité. C'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Mais je vais en parler un petit peu en changement climatique aussi. C'est une question intéressante. Pour vous donner un ordre d'idée, juste le 80 mm en 1 heure, par exemple. Vous vous rappelez, tout à l'heure, les ordres de grandeur que je vous ai donnés. Je vous ai dit un orage, 30 mm, 40 mm, il tombe 500 mm en 1 an, en moyenne 500, 600. Et là, quand on dit 80 mm en 1 heure, c'est énorme. Et avant, on s'apercevait que 100 mm, en 1 heure, on l'atteignait de temps en temps. Et maintenant, on l'atteint régulièrement. Et de manière de plus en plus haute en France, en latitude, parce que l'air se réchauffe et qu'il a un potentiel en eau aussi fort et que les intensités aussi augmentent. Voilà, on va un peu le voir. Je vous propose très classiquement de voir déjà où on en est du réchauffement climatique. Tout le monde n'a peut-être pas assisté à la présentation d'Antoine, mais non. Sinon je suis désolée. Bon, ça fera quelques rappels. Et après les projections, puis les services climatiques, je vous les montrerai même en direct. Alors, ça c'est un petit résumé. La région PACA, pardon, c'était issu d'une... Mais c'est pareil, si j'ai rajouté Languedoc-Roussillon, je suis désolée, j'aurais dû mettre à jour celui-là. On pourrait mettre ici région PACA et Languedoc-Roussillon. Sont hotspot du changement climatique. C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est ce qu'on peut dire. Il y a quelques hotspots du changement climatique au niveau mondial et notre région en fait partie. Alors, on va décrire un petit peu ça.
Vous entendez peut-être dans les actualités qu'on est à 1,2, 1,1, là c'est déjà 1,2 passé, degrés depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1900. C'est-à-dire le climat, l'atmosphère globale, le climat global s'est réchauffé de 1,2 degrés. Vous dites, oh, bon, c'est pas énorme, hein. Pourquoi on en fait tout un pataquès? Ben, pour rappel, on était dans une période de stabilité climatique depuis 11 000 ans, qui s'appelle l'Holocène. Depuis qu'on est sorti de la dernière ère glaciaire, il y a 20-25 000 ans, on a commencé à en sortir. Et la différence entre une ère glaciaire et une ère interglaciaire, je ne sais pas si vous savez combien de degrés c'est, à peu près, dans de grandeur. Vous avez une idée? 3, 4, je sais pas. Un peu plus, 5, 5. 5, 7 maximum, mais 5, autour de 5 degrés. Voilà. 4 à 7, on dit en général. Vous me mettiez bien. Donc, quand on est à plus 1,2, alors qu'on va vers une période glaciaire, là, on est dans une période interglaciaire, voilà, on est dans une période de stabilité climatique, c'est-à-dire depuis 11 000 ans, l'atmosphère, malgré, vous savez, vous avez en tête, il a fait très froid au Moyen-Âge, à un moment donné, là, on voit ils sont tous, enfin, il a fait très chaud, puis après, il a fait très froid. En Europe du Nord, on voit là, les peintures où ils sont tous avec leurs petits châles, là, la montagne, avec la neige et tout. Là. Après, on voit les Romains qui ont passé les Alpes, on voit. Enfin, on a des petits exemples comme ça dans l'histoire où on sait bien ce qui s'est passé, qu'il a fait plus chaud à certains moments, plus froid. Et ben, on était à moins de 1 degré. Et juste en Europe du Nord. Hein. Mais on était à moins de 1 degré, quelques dixièmes de degré. Quoi. Là, on est à plus 1,2, donc c'est de l'inédit depuis 11 000 ans minimum, et on verra que c'est même beaucoup plus. Donc c'est quelque chose, c'est conséquent. 2023, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Vous avez la courbe de température ici globale. Et puis, alors ça donne quoi au niveau France? 1,2, c'est une moyenne globale avec 70% d'océan. L'océan se réchauffe moins vite que la Terre. Capacité thermique, hein, c'est long à chauffer l'eau, alors que le sol, il chauffe tout de suite. Il se refroidit plus vite aussi. Donc, sur les continents, ça chauffe beaucoup plus. Et en l'occurrence, en France, alors, les références ne sont pas toujours les mêmes, c'est pour des raisons de données climatologiques, statistiques robustes. Mais depuis 1900, on est à 1,9 degrés en plus. On est quasiment à 2 degrés en plus au niveau France métropolitaine. Là aussi, on a des marqueurs qui montrent que les températures extrêmes, rien qu'avec ce petit 1,9, on voit que les extrêmes ne varient pas comme la température moyenne, puisque ça, c'est pour la moyenne, 1,9. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple, 46 degrés mesurés à Vérargues dans l'Hérault, le 28 juin 2019. C'est le record absolu en France qui a été battu. Il était de 43,3 précédemment, pendant la canicule de 2003. Donc là, on l'a explosé. C'est pour dire que les extrêmes ne varient pas comme la moyenne. Ce n'est pas parce qu'on a 1 ou 2 degrés en plus que c'est 1 ou 2 degrés pour tout. Non, c'est peut-être 4 à 5 degrés sur les extrêmes. Et ça, c'est que la température. Alors, en PACA, donc je suis désolée encore une fois, mais c'est à peu près, j'aurais pu mettre là aussi PACA et Languedoc-Roussillon. C'est 1,8 degré depuis 1959. Pareil, la base n'est pas la même. Donc, si on prenait depuis le début du siècle, c'est pour des raisons statistiques, hein, de robustesse des mesures, de ce qu'on dit. On serait à entre 2 et 2,5 degrés hein, au niveau de PACA, si je prenais la même référence que précédemment. Donc oui, ça se réchauffe plus sur la région PACA, c'est ce qui en fait en partie un hotspot. Et aussi, il y a une bonne concordance des modèles pour dire qu'il fait plus chaud et que c'est plus sec et que ça va continuer avec les projections qu'on verra après. Là, je suis dans les observations. C'est ça qui fait le hotspot du changement climatique, c'est tout ça. Et qu'il y a une sensibilité à l'eau qui est très forte sur la ressource en eau. Alors, ça veut dire quoi, là, avec ce 1,8 ? Déjà, on observe des vagues de chaleur qui sont plus nombreuses, plus intenses, plus longues, plus précoces, plus tardives. On a eu la plus tardive l'année dernière, enfin, elles ont tous les défauts. Manteau neigeux au 1er mai, ça, c'est pour la ressource en eau. S'il y a ici des acteurs de la ressource en eau, il pleut pas moins en montagne ou il neige pas moins. Le seul truc, c'est comme il fait plus chaud, ça fond plus vite. Donc, au 1er mai, le stock d'eau disponible sous forme de neige en montagne, ils font plus tôt. Donc, on n'a plus de stock pour l'été, si vous voulez. Et donc, les débits des rivières vont augmenter beaucoup au printemps. Et puis, la saison d'étiage va commencer plus tôt. Parce qu'il n'y aura plus après, tout aura fondu. Ça a baissé quand même de 50% au 1er mai sur les Alpes du Sud. Hein, bon, les fameuses nuits tropicales qui font un peu le buzz dans les médias, je ne sais pas si c'est le mot tropical ou quoi. Donc, c'est quand la température, c'est un indice climatique hein, pour nous. C'est quand la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Ce qui empêche en effet les corps de
tous les organismes hein, de se reposer. Il y a eu 56 nuits en juillet-août 2022. C'est faramineux, hein, c'est quasiment tout l'été. Cette année, l'année dernière, c'était quasiment aussi pareil. Voilà, ça c'est un indicateur. Je veux dire, on va voir après, je vais vous montrer la progression sur Perpignan, je crois que j'ai mis. Des événements méditerranéens, on a commencé à en parler. Oui, on observe statistiquement, parce qu'il faut être... il y a entre notre ressenti qui est très mauvais, hein, notre ressenti en général est très faux, très mauvais. Il faut le quantifier statistiquement et je vais vous montrer la statistique. Oui, il y a plus d'événements méditerranéens et ils sont plus intenses. Et les sécheresses sont plus étendues, plus intenses et plus longues. Bon, avec tout ça, alors allons-y. 1,9 degré en France métropolitaine depuis 1900. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'accélération, quand même, elle se note quand même très, très bien. On ne fait que battre des records, en effet. Alors ça, c'est par rapport à une normale. Une normale, c'est une moyenne sur 30 ans. Et la normale qu'on utilise en changement climatique, notamment pour le temps passé, c'est 61,90. On ne prend pas forcément l'ère pré-industrielle. Alors, je suis désolée, en changement climatique, c'est complexe, les choses sont complexes et les références ne sont pas toujours les mêmes. Ceci dit, quand vous utilisez une valeur, regardez toujours la référence, juste pour savoir de quoi vous parlez. C'est important parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Des fois, c'est l'ère pré-industrielle. Là, c'est 61,90. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas trop de données entre 1850 et 1900 en France, hein, avec quelques stations, et encore, on fait partie des pays qui avaient des mesures en 1870, mais je veux dire, bon voilà, donc on prend, pour avoir plein de données et avoir un résultat robuste, on a pris finalement une normale qui est intermédiaire, et qui est quand même assez vieille, 61,90 par rapport au climat actuel qui a beaucoup bougé, ça permet déjà de le quantifier bien. Donc on voit qu'on était autour, dans les années 60, vous voyez que vous êtes autour de cette normale, puis là on voit qu'on est tout le temps au-dessus. Vous me dites, hein, si quelque chose n'est pas clair, hein. Au niveau de Marignane, là, c'est la température maximale pendant l'été. C'est pour vous montrer que les extrêmes ne varient pas comme la moyenne. 3,2 à peu près de degrés pris depuis 59 à Marignane. Bon, ça parle de soi après au niveau du Nord. Marignane, parce que c'est la station météo de l'époque et où il y avait l'aéroport. Oui, tout à fait. On garde la station. Il n'y a plus personne à Marignane, mais il y a la station automatique. Ah, je vous ai parlé des nombres de nuits tropicales à Perpignan. Donc, c'était pour vous dire, voilà, c'est un exemple, j'aurais pu prendre d'autres stations, on aurait trouvé à peu près la même chose, ou en tout cas la même tendance. 1959, là, on part à gauche, donc dans les années 60, on était autour, soit en dessous 20 nuits, soit un peu au-dessus, voilà, entre 15 et 25 nuits, on va dire, en étant gentil. Et là, vous voyez qu'actuellement, on est à combien? Autour de 50. Ça, c'est 50, la ligne là. Donc, on est un peu en dessous parfois au-dessus, voilà. Donc, on a plus que doublé, hein, là. La différence entre la nuit tropicale et la canicule, parce que la canicule, c'est 3 jours et Oui. elle peut dépendre. Oui. Les références ne sont pas les mêmes dans le nord de la France et dans Non, le sud, tout à fait. etc. C'est Donc, ça. voilà, il faut attention dans Oui, l'interprétation. ça, c'est 20 degrés. Alors, Ouais. c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on appelle nuit tropicale, c'est la barre, c'est 20 degrés. Donc, en effet, dans notre région, il y en aura plus qu'ailleurs. Et après, pour ce qui est de la canicule, ça va être lié en effet à des indices biométéo qui sont établis avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui sont liés au département, en effet. On tient compte de l'acclimatation. Oui, alors on est plus Voilà. habitués, nous, ici, que dans le nord. Aussi. Exactement. Donc, tous les jours, pour la vigilance canicule, il y a un contact avec l'Agence régionale de santé. Précipitations. Ah, les précipitations, c'est le bazar. Je vais dire un gros mot. C'est le bazar pour les précipitations. On est dans quelque chose. La France est dans une région de transition, dans une zone de transition. Il faut voir qu'avec le changement climatique, on observe que les zones sèches, ça sèche, les zones humides s'humidifient. Donc le bassin méditerranéen, ça sèche. Et nous, on est au nord du bassin méditerranéen. Donc en fait, quand vous voyez des petites bulles orange-rouge, c'est que ça s'assèche. Quand vous voyez des petites bulles vertes, c'est que ça s'humidifie. Et là, ce qui est marqué pour l'hiver, c'est un peu la tendance finalement annuelle. Quoiqu'annuellement, on ne voit pas grand-chose, ça se lisse avec la mélange de tout. Mais c'est un peu ce qui nous attend. C'est-à-dire plutôt un assèchement au sud et plutôt une humidification au nord. Voilà. Et là, quand on regarde par les saisons, on voit qu'au printemps, ça ne bouge pas beaucoup. On voit qu'en hiver, ça a tendance à s'assécher sur notre région. En été, il y a des zones où ça s'assèche sérieusement. Tiens, on retrouve les Pyrénées-Orientales. Et d'autres où c'est neutre. Et puis en automne, c'est plutôt en augmentation dans la vallée du Rhône. C'est un peu lié aussi à ce qu'on voit.
Mais alors, quand je vous montre sur une station particulière, là, vous avez Marseille, Nice, Perpignan, Nîmes, l'évolution des précipitations l'été depuis 59, bah, si vous arrivez à me dire quelque chose, c'est bien, parce que c'est pas simple. Et ça, ce que je veux vous montrer là, c'est que les précipitations sont très liées à ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat. Les précipitations, c'est le paramètre le plus volatile, si vous voulez, quoi. Il est très difficile à mesurer, très difficile à prévoir, c'est le plus difficile. Et d'une année sur l'autre, même, on voit qu'il est soumis finalement au climat, à la tendance naturelle. Donc, il est dur d'en dégager des tendances climatiques. Alors, on les voit plus à grande échelle, comme ce qu'on a fait là. Et là, quand on regarde une seule station, c'est plus difficile. Voilà, c'est juste pour vous souligner ça aussi, que c'est très variable d'une station à l'autre et qu'il faut prendre un peu de recul pour voir un signal. Phénomène extrême, qu'est-ce qu'on observe? Ça, c'est donc issu du dernier rapport du GIEC, c'est juste pour résumer le truc. Les événements extrêmes, c'est marqué dans le titre, hein, vont être plus fréquents, plus intenses. Alors, ça concerne quoi? Les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses, les feux de forêt, les océans, qui vont aussi se réchauffer, s'acidifier et mettre en péril aussi la biodiversité marine. Alors, concernant notre région, petit zoom en termes de phénomènes extrêmes sur les pluies extrêmes, donc les phénomènes méditerranéens. Et là, c'est une étude d'Aurélien Ribes, qui est un CNRS, c'est même CNRM surtout, c'est un Centre national de recherche météo, qui est à Toulouse. Donc, c'est un chercheur de Météo France qui participe au rapport du GIEC aussi. Il a étudié sur le pourtour méditerranéen les phénomènes précipitants intenses et il les a discriminés en regardant ceux supérieurs à 150 mm en vert clair et ceux supérieurs à 200 mm en vert foncé en 24 heures. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques ordres de grandeur, donc vous voyez, on est dans des beaux phénomènes. C'est un peu celui qu'on a eu sur le 0,6 la semaine dernière. Voilà, on est dans cet ordre-là. Eh bien, on voit quoi? Il voit qu'il y a, c'est la tendance statistique qui relève, c'est un doublement, mais avec un fort écart-type, un doublement du nombre d'événements. Je n'ai pas mis écart-type, mais il est grand, pour les phénomènes les plus intenses. Les phénomènes les moins intenses, le signal ne ressort pas vraiment. C'est très dur, il faut être méfiant, hein. On est méfiant quand même sur ce qu'on dit. Par contre, l'intensité, on note une tendance à l'augmentation. Ça dépend des années aussi, comme il y a une forte variabilité interannuelle, ça change beaucoup. Cette année, ça va remonter. Donc, on était à plus 22% en 2015, et là, on est à plus 12% en 2023. Puis avec 2024, on verra, ça remontera peut-être un peu. Mais voilà, on est dans une tendance à l'augmentation. Rappelez-vous, 1 degré en plus de réchauffement, c'est 7% de vapeur d'eau en plus. Finalement, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on observe déjà par rapport au réchauffement observé. Ah, ça, c'est les grands événements jusqu'en 2020 sur la région. C'est pour rappeler que ça touche toute la région, que vous voyez un petit peu les cumuls à chaque fois qui ont été en jeu, hein. Là, on retrouve Alex, dont je parlais, en 24 heures. Mandelieu, la Cannes, hein, qui a marqué, évidemment, qui marque encore beaucoup, évidemment, les esprits, c'est 175 mm en 2 heures. On parlait d'intensité. C'était une bombe, vraiment, une bombe, un orage très violent. Vous voyez, c'est vrai que les intensités sont intéressantes. Et on pourrait rajouter là donc le 700 mm qu'on a eu la semaine dernière, mais en plus de 24 heures, hein. Il était long, ce qui a fait la particularité de la semaine dernière, c'est vraiment qu'il a duré. Alors que là, en 2 heures, on a eu 175 mm. Voilà, ça ne fait pas la même chose. Vous avez raison, hein, l'intensité, c'est un des enjeux. Au niveau des vagues de chaleur sur la région PACA depuis 1947, voilà ce que ça donne. Ici, chaque bulle représente une vague de chaleur. La taille de la bulle est fonction à la fois de sa durée, c'est l'axe des abscisses, et en même temps de son intensité. Sur l'axe des ordonnées, ce n'est pas la température maximale, c'est la température moyenne du jour le plus chaud. Et la surface de la bulle prend en compte les deux. 2003 reste au niveau de la région PACA, ici, la canicule qui a duré le plus longtemps, pas forcément la plus intense, mais qui a surtout pris sa taille là par la durée qu'elle a eue ici dans la région. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder que ces bulles qui sont en jaune sont celles qui se sont produites depuis 2000. Et celles en gris, c'est entre 1947 et 2000. Évidemment, il y en a de plus en plus longues, plus intenses, plus fréquentes, tout ce qu'on a dit précédemment. Voilà, ça le met en avant, ça. Au niveau des sécheresses, que ce soit en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Languedoc-Roussillon, on a une augmentation de la surface concernée par la sécheresse.
Et c'est plutôt de l'ordre d'un doublement ou d'un triplement suivant la région. Au niveau des impacts, c'est un exemple parmi d'autres, hein. J'ai pris quelques éléments comme ça pour vous donner un ordre d'idée, mais voilà, évidemment, ça veut dire que le besoin en climatisation, il augmente. On est de l'ordre de 11% sur Istres, par exemple, ici, 11% par décennie, et alors qu'il y a une diminution de 4% de la consommation de chauffage. Il y a une question peut-être? Ah, le support. D'accord. Pas l'impression. Oui, je le laisserai le support. Au niveau de la sécheresse, je voulais vous montrer ça parce que c'est quelque chose. Alors, tout ce que je montre, quasiment, vous l'avez sur les portails publics que je vais montrer à la fin. Vous avez ici l'évolution de la sécheresse superficielle des sols, ce qu'on appelle le SWI, pour ceux qui travaillent sur la ressource en eau ou la sécheresse. Et en orange, c'est la normale, la moyenne sur 30 ans, 1961-1990. En bleu, c'est les records humides. Et en marron, ce sont les records secs. Et donc, on voit le cycle annuel où c'est humide en hiver, et puis ça s'assèche l'été, puis après, ça remonte à l'automne. En vert, on a superposé ici la normale, la moyenne sur 30 ans, mais 91-2020. Et c'est intéressant de comparer parce qu'on voit du coup, en termes de moyenne, est-ce que ça bouge finalement l'humidité superficielle des sols? Oui, ça bouge. Ça, c'est la moyenne sur PACA, je pense. Ça passe en dessous de la normale qu'on utilise comme référence, 61-90. Ça veut dire quoi si c'est en dessous? Ça veut dire que ça se rapproche des records tranquillement. Et en se rapprochant des records, mais ça veut dire qu'on rentre en période de sol sec. Vous voyez, sol sec, c'est marqué là, la ligne est là. Et ben, on descend sous la limite sol sec plus tôt dans l'année, à peu près 1 mois actuellement déjà. Et on en sort là à peu près pareil, ou des fois un peu plus tard, suivant les régions. Mais voilà, on a un assèchement du coup, cette descente comme ça en moyenne du sol sec vers les records, c'est un assèchement qui est proche de 5% à peu près sur l'année. Au niveau des feux de forêt, gardez en mémoire, pour l'instant, on est de l'ordre d'1 mois d'exposition à un peu plus même maintenant, parce que là, je vois c'est 89-2008, mais on est de l'ordre du mois sur notre région d'exposition à un danger élevé, et c'est anecdotique ailleurs en France. C'est la faute du cyprès, parce que tout est concentré sur le cyprès. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est une région sensible. Là. Ouais. L'équivalent en eau du manteau neigeux, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'était en résumé tout à l'heure, mais vous avez ici le graphe qui l'illustre sur les Alpes du Sud. Donc on est à une diminution de 50% de stock de neige disponible au 1er mai. Il y a certaines stations des Alpes du Sud qui vont fermer d'ailleurs. 4-5 stations des Alpes du Sud qui ferment et qui arrêtent leur matériel de Bien sûr, parce qu'ils n'ont plus de neige. Alors, il neigera toujours en altitude. Enfin, tout dépend de l'ISO 0, finalement. D'altitude, il y aura toujours de la neige sur les massifs les plus hauts, mais de plus en plus haut. Et voilà. D'ailleurs, il y avait une information, je crois, dans la province aujourd'hui de la station, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais Grand Puy qui ferme définitivement. Parce que, comme je crois qu'elle appartient à la commune, elle ne peut pas. Elle a un déficit de 350 000 €, etc. Et c'était la question, c'était en 2030 pour nos fameux JO. On peut aller voir les projections, ouais, mais ah bah oui, ouais. Ils ont visé assez haut en termes de stations, mais oui, c'est compliqué, oui, évidemment. Alors justement, qu'est-ce qui nous attend en termes de projection? Donc voilà pour le petit rappel sur l'observation. J'espère que je ne vous assomme pas trop non plus à distance. N'hésitez pas encore une fois à intervenir. Je vais vous donner quelques éléments de projection. Alors ici, vous avez l'évolution de la température sur le graphe du haut, l'évolution de la température en gris là, et en noir, la courbe d'évolution de la courbe de température au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ici, les scénarios. Alors, les scénarios, c'est ce qui nous attend. Ce n'est pas ce qui va se passer vraiment. Donc, il y a des scénarios socio-économiques qui vont derrière entraîner des émissions de gaz à effet de serre dues principalement aux énergies fossiles, qui vont être brûlées, aux combustions d'énergie fossile. Donc, on a des scénarios qui sont à basse émission, puis des scénarios qui sont à haute émission. Il y a aussi des scénarios où il y a pas mal d'émissions, mais où on enlève le carbone de l'atmosphère avec des technologies qui permettraient d'enlever le carbone de l'atmosphère.
Donc voilà, enfin, tout ça est présent là. Et au final, on essaie de le traduire à travers les modèles climatiques. Donc le GIEC, c'est son travail. Le GIEC, ce n'est pas un laboratoire, hein. Le GIEC, il fait une synthèse de tous les travaux des différents laboratoires mondiaux. Et il y a à peu près une quarantaine de modèles qui vont faire des projections. Et donc, il travaille sur ces scénarios. Et qu'est-ce qu'on voit? Moi, ce que je voudrais retenir ici, c'est que jusqu'en 2040-2050, les scénarios sont tous proches. La divergence se fait vraiment en deuxième partie de siècle. Il faut savoir que le carbone qui est actuellement présent dans l'atmosphère, il va y rester, pour une grande partie, il va y rester plus de 1000 ans. Donc en fait, ça conditionne déjà le climat des années à venir. Donc tout ce qu'on ajoute tous les jours conditionne le climat pour beaucoup plus tard. Et alors, on sait à peu près qu'on va être autour de 2 degrés. Il faudrait sinon enlever le carbone là, vraiment de l'atmosphère, parce qu'il est déjà là. Donc 2 degrés en 2050, ce qui ferait à peu près 2,7 en France, ça a été calculé aussi. Ça amène quoi? Je vous ai mis quelques exemples. Ça amène un doublement des vagues de chaleur. Par exemple, vous parliez de la neige en montagne. Bon, voilà, déjà en plaine, doublement des vagues de chaleur. Enfin, en montagne aussi d'ailleurs. L'occupation des chênes, c'est une diminution d'un tiers. Et un autre exemple, c'est l'exposition à l'indice fort, vous rajoutez 10-15 jours. C'est une moyenne française. Et puis en 2100, alors 3 degrés, alors j'aurais pu prendre, vous voyez, avec le scénario pessimiste, c'est plutôt 5 degrés. Les scénarios optimistes, c'est le seul, là, celui-là, qui permet de rester à 1-2 degrés. Pourquoi est-ce qu'on prend 3 degrés? Et ça, c'est important, donc je m'arrête 2 secondes dessus. Vous savez, en 2015, il y a eu la COP 21 et il y a eu une charte signée par plein de pays qui se sont engagés à limiter leurs émissions. Et c'était pour limiter la température globale à plus 1,5, voire 2 degrés. Mais déjà, ce demi-degré met sous l'eau pas mal d'îles dans le monde. Par rapport à l'ère industrielle. Par rapport à l'ère pré-industrielle. Au niveau donc global. Donc en France, ça ferait 2,7 en France. Et dans le sud, un peu plus encore. Bref, on revient donc à ça. Ils se sont engagés à ça, ils se sont engagés. On leur a demandé de s'engager sur des quantités de dioxyde de carbone émis pour essayer de coller le plus possible à arriver à 1,5 degré. Les engagements actuels nous mettent sur une pente à 3 degrés au niveau global, ce qui fait 4 degrés en France. Et donc le gouvernement, l'ancien gouvernement a dit, l'ancien ministre a dit, je voudrais, en même temps qu'on essaie de réduire les émissions, s'ils sont indispensables de réduire les émissions, je voudrais qu'en même temps, on soit sur une trajectoire d'adaptation, parce que c'est inévitable. Il faut s'adapter à ce qui nous pend au nez, on va dire. Et donc, la trajectoire qu'il a demandé, c'est eux qui ont dit temporellement, c'est un choix politique, là. Ils ont dit, il faut se caler sur 3 degrés en 2100 au niveau global, ce qui fait 4 degrés en France. C'est ce qu'on appelle la TRAC, la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, TRACC. Bon, voilà. Donc, tous nos outils, que je vais vous présenter à la fin, sont calés sur cette TRAC. Et là, je vous montre ce que ça fait. Du coup, si on arrive à 3 degrés, ça peut être plus, hein, malheureusement, mais on va dire 3 degrés au niveau global, soit 4 degrés en France, c'est de la canicule quasiment permanente tout l'été. C'est presque plus de neige en moyenne montagne, voilà, par rapport à votre question. Pratiquement plus de gelée. Une humidité des sols qui correspond au record d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, beaucoup plus de jours d'exposition aux feux de forêt. Donc ça, vous le gardez dans un coin de la tête, cette TRAC, j'y reviens tout à l'heure. Mais c'est pas que ça non plus. Les modifications à la biodiversité, les problèmes de santé, voilà. Ça ne s'arrête pas que sur... J'ai mis un peu un truc de biodiversité, mais ce n'est pas mon rayon. Donc, mais bien sûr, complètement. Exactement. Alors tout à l'heure, on se disait 1,2 degré au niveau global. Je vous ai dit, c'est du jamais vu depuis 10 000 ans. Et je vous ai dit, en fait, on verra plus tard que c'est beaucoup plus. J'ai juste mis ce slide vite fait. Quand même, c'est assez édifiant. En fait, on est dans l'inédit au niveau de l'ère humaine, hein, en fait. Hein. Il faut le dire clairement. Donc en bas, c'est la température au niveau global qui est reconstruite, et ici, et les projections derrière. Et ici, en haut, c'est la quantité de dioxyde de carbone. Alors, la quantité de dioxyde de carbone, actuellement, c'est de l'inédit depuis à peu près 3 millions d'années. Donc, la Terre, oui, elle a connu ça, 3 milliards d'années, elle a connu ça, mais là, on y était tout juste. Enfin, voilà, c'est quelque chose quand même. Alors, ce que vous voyez ici, c'est intéressant aussi, c'est les aires glaciaires interglaciaires. Vous voyez, c'est les évolutions de dioxyde de carbone liées aux aires glaciaires et interglaciaires. On voit que c'est 800 000 ans qu'on a reconstruit grâce à un carottage glaciaire en Antarctique.
Et puis au niveau de la température, ici, si vous remontez, vous remontez à 125 000 ans à peu près, qui est le dernier pic de l'ère interglaciaire, de la dernière ère interglaciaire. Et sinon, vous remontez derrière, pareil, à vers 3 millions d'années. Et les scénarios, vous imaginez où ils nous mènent, suivant s'ils sont le pessimiste ici, évidemment, nous mènent à quelque chose, presque du temps des dinosaures bientôt. Mais bon. Ouais, on avait une question donc, Oui. commune de Saint-Martin-de-Crau. Oui. Est-ce que les projections prennent en compte la baisse des puits de carbone? Bien sûr. Ouais. Ah oui, alors la destruction des forêts, dans les scénarios, il y a en effet des scénarios avec des couverts végétaux. Oui, je pensais en même temps au puits qui est l'océan, qui est un puits énorme d'absorption du CO2 et qui jouera moins bien son rôle à mesure qu'il se réchauffe. Et qui s'acidifie. Et en plus qui s'acidifie, mais en plus qui après finira par moins absorber de dioxyde de carbone, donc il y en aura plus dans l'atmosphère. Oui, Bon, bref, il y a des boucles qu'on appelle rétroactives positives, c'est-à-dire des boucles d'amplification ou cercles vicieux, comme on dit dans le langage courant, qui ne sont pas bonnes. Bon, voilà, je voulais quand même montrer ça. Ça vient du dernier rapport du GIEC. Je trouve que c'est extrêmement parlant, parce que quand on nous dit oui, la Terre a déjà connu ça, ouais, mais soit on n'y était pas, et puis les changements qui s'opèrent actuellement, c'est en 200 ans. Or, la période, le changement de température entre une ère glaciaire et interglaciaire, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années, pour passer de -5 de 5 degrés d'écart. Nous, on parle d'un changement de 4-5 degrés en 200 ans. Donc ça, c'est en ça aussi que c'est inédit. Donc on ne sait pas vraiment comment nous, on va s'adapter à ça, ou la biodiversité. Avec ceux qui sont entre nous. Exactement, parce que là, c'est parti en effet pour un moment. Il y a de l'inertie. Alors, à l'échelle régionale, la température moyenne annuelle avec un scénario pessimiste, j'ai mis laisser faire, il porte ce nom-là, ou business as usual, etc. Alors, c'est un scénario un peu plus que 3 degrés à l'échelle mondiale, mais au final, on s'aperçoit que les anciens scénarios que je montre là sous-estimaient les observations. Donc, au final, je l'ai laissé. Bon, bref, il est assez réaliste pour le 3 degrés. Donc, c'est 4 à 5 degrés en fin de siècle. Donc, actuellement, on a dit qu'on était autour de 2 degrés. Au niveau des nombres de nuits tropicales, donc pour vous donner une idée, là, par exemple, autour du Pays d'Aix, on est à 10-20 nuits sur la période de 76-2005. Eh bien, on va gagner 50 à 60 nuits en fin de siècle si on reste sur un scénario pessimiste qui fait 60 à 80 nuits en Pays d'Aix, ce qui semble faramineux. Or, je vous rappelle, l'année 2022, on est déjà dans le faramineux. Donc 2022 et déjà donne une idée, si vous vous en rappelez, donc, de ce qui nous attend en fin de siècle. Ça sera la norme, en fait. Oui, parce que ça, c'est la moyenne. Hein. Ça peut être beaucoup plus. Beaucoup moins, mais c'est la moyenne. La médiane, même. Ce n'est pas la moyenne, c'est la médiane. Nombre de jours de forte chaleur, là, c'est-à-dire supérieur à 35 degrés. Bon, il y a plein d'indices climatiques. Toutes ces cartes, là, vous pouvez vous les sortir assez facilement. Hein. Ça demande un petit peu d'attention, ce portail-là, mais c'est faisable. C'est DRIAS. Alors, nombre de jours supérieur à 35, on était à 1 à 3 jours entre 76 et 2005. On passe à 20-30 jours en fin de siècle sur cette zone-là. Et en 2022, on a eu 38 jours à Orange, à Nîmes. Bon. Là aussi, l'année 2022 est une norme en fin de siècle. Bon. Au niveau des précipitations, vous avez faibles émissions à gauche, émissions modérées au milieu, fortes émissions à droite. En haut, c'est l'hiver, en bas, c'est l'été. Qu'est-ce qu'on voit? On va regarder les fortes émissions pour voir vraiment le signal qui apparaît, parce que ça l'accentue. C'est assèchement, surtout sur la partie sud, moitié sud de la France, et en hiver, humidification, surtout sur la moitié nord. Ah, les bulles de chaleur, ça, vous n'allez pas trop aimer. C'est la même chose que tout à l'heure, ça. Ça, c'est le même diagramme. Mais maintenant, je vais vous montrer ce qui nous attend, entre guillemets, avec un scénario pessimiste. J'espère qu'on ne nous attend pas ça, évidemment. Ce qui nous attendrait si on gardait un scénario pessimiste. Je le mets en perspective, ça vous donne une idée un petit peu du truc. Donc 2003, vous gardez la référence. Et puis maintenant, je vais superposer avec un scénario pessimiste ce qui nous attend en milieu de siècle, puis en fin de siècle. Donc en milieu de siècle, on est à peu près dans la même chose. Et en fin de siècle, on est sur quelque chose d'assez apocalyptique parce que là, l'année 2003 devient vraiment une année fraîche. Alors pour ceux qui l'ont encore en mémoire, c'est loin d'être le cas. Donc ça veut dire là qu'on se retrouve avec des vagues de chaleur qui durent tout l'été, quoi. Et d'une intensité qu'on ne connaît pas.
Au niveau de la sécheresse des sols, vous vous rappelez tout à l'heure le cycle annuel des sols. Là, c'est la moyenne dont je vous parlais tout à l'heure, de 61 à 90. Avec un scénario pessimiste dans l'horizon proche, là, parce que c'est 2021-2050, on est déjà un peu dedans, on se rapproche sérieusement des records actuels. Et donc, on rentre dans la période de sol sec beaucoup plus tôt et on en sort beaucoup plus tard. Et si je vous mets le scénario, même toujours pessimiste, mais en fin de siècle, bah là, on est proche des records quasiment tout le temps. Alors, c'est ce que vit déjà les Pyrénées-Orientales, hein, c'est ce qu'ils vivent, ils sont proches des records tout le temps, en ce moment. Ils les aplatissent, même les records, régulièrement. Ça fait 4 ans, hein, 4 années successives de sécheresse. Hein. Ça, c'est le danger feu aussi. Je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser de voir un peu. Donc là, tout à l'heure, c'était une vieille carte, c'est un peu plus remis à jour. C'est toujours sur Drias, le portail public Drias. Donc on est de l'ordre de 2 semaines à 1 mois et demi sur la normale, sur la moyenne 76-2005. Et à l'horizon proche, on passe à 1 à 2 mois, et puis ça commence à augmenter un peu partout. C'est pour ça qu'on nous demande de faire une assistance un peu plus globale maintenant, un peu plus métropolitaine. Et puis quand on passe à l'horizon moyen, bah, ça augmente. Et puis finalement, en fin de siècle, on se retrouve à 2-3 mois, nous, tout l'été, concernés par un danger fort. Et 2 à 3 semaines de danger fort dans les zones ici de l'ouest, là, que vous voyez là. Au niveau des précipitations extrêmes, les résultats sont extrêmement étudiés et en cours. Il y a des thèses. C'est très complexe. Le signal n'est pas encore très net. Mais quand même, il y a des choses qu'on commence à voir. Donc cette étude-là à gauche, elle montre avec un scénario moyen, RCP 4.5, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais je vous dis, c'est un scénario moyen, ça c'est un scénario pessimiste. Il montre, quand c'est rouge, c'est une augmentation, ce qui n'est pas évident parce que c'est rouge, mais c'est une augmentation de l'intensité des phénomènes méditerranéens extrêmes. Et donc là, on a une intensité qui augmente et sur le sud, on a au contraire une diminution. Donc un assèchement vraiment marqué, une diminution de ces phénomènes-là, et au contraire là, plus. Et ce qui est par contre récent, là, qui est une collègue donc, du CNRM à Toulouse et sa thèse en 2021, elle a pu étudier à une échelle avec des modèles à maille très fine, type, tout à l'heure je vous ai parlé d'Arome à 1,3 km, le modèle de Météo France, ben, il y a la même chose pour faire du changement climatique, Arome Climat, à 1,3 km, ce qui est faramineux pour étudier le changement climatique. Et elle a étudié comme ça plusieurs modèles de fine échelle. Et ces résultats multimodèles, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on a plusieurs modèles. Parce qu'un seul modèle, c'est une chose, mais multimodèle, c'est mieux. Ça, c'est plus robuste, quoi. Et bien, elle montre qu'en effet, et là, je rejoins aussi votre remarque de tout à l'heure, les modèles montrent, c'est une première thèse, hein, une augmentation de l'intensité horaire et une augmentation de la fréquence. Donc, ce qu'on sent déjà dans l'augmentation de l'intensité horaire, les modèles commencent à le voir sur le changement climatique qui nous attend. On le prend avec prudence, mais c'est une information qu'on garde en tête et ça peut en effet poser des problèmes de réaction finalement à la crise, hein, en temps de crise, hein, c'est sûr. Hein. Je termine avec l'élévation du niveau de la mer. On attend quoi au niveau de la mer? On attend une augmentation, si c'est moyen, c'est 40 cm, si c'est pessimiste, c'est 80 cm. Et ça peut être plus si l'Antarctique, ça se décroche un peu plus vite. Parce que l'Antarctique, c'est un continent recouvert de glace. Donc là, la glace qui fond, qui va dans la mer, ça peut faire monter sérieusement le niveau de la mer. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne dans notre région? J'ai évidemment pris une zone emblématique, la Camargue, hein, avec 50 cm à gauche ou 1 mètre. Au début, je montrais 1 mètre, mais en fait, 50 cm déjà, bon, ben voilà, on est dans un scénario plutôt moyen, et c'est déjà des impacts énormes, évidemment. En rouge, c'est-à-dire que c'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Arles va voir son territoire divisé par 2, là. Donc là, BRGM, vous le trouvez aussi, hein, c'est public, tout ça, hein, tout ce que je montre est public, là. Autour des temps de mer également. Oui. Oui, et toutes les zones côtières sont impactées. Et là, il n'y a pas que le niveau de la mer et que les plages qui disparaissent. Il y a aussi, tout à l'heure, on a parlé dans la vigilance du paramètre vague-submersion, vigilance vague-submersion pour les zones côtières. Nice, par exemple, est très touchée par ces choses, par ces phénomènes-là, mais pas que. Il y a aussi toute la zone du Roussillon et ponctuellement d'autres zones. C'est quand, vous savez, quand vous avez une intrusion d'eau marine sur Terre, quand il y a une dépression, par exemple un phénomène méditerranéen, eh bien, il pleut beaucoup sur le continent et en même temps, la mer, le niveau de la mer, il monte un peu. Et ce phénomène, après de vagues rentrantes avec le vent de sud qui pousse la mer vers le continent, empêche l'eau de s'écouler par les rivières.
et on a une aggravation, du coup, une augmentation vraiment d'intrusion d'eau marine sur le sol. Et ça pose vraiment de sérieux problèmes sur les villes côtières, et plus le niveau de la mer monte, plus on est exposé à ça. Donc, vous voyez que Oui. ça impacte la vigilance, là, Mais aussi. on l'a déjà, la migration sur les nappes phréatiques. Tout Et- doucement, la Camargue. J'ai mis Bretagne. intrusion d'eau saline parce Ah que oui. ça pousse, en effet, ça fait de la pression sur les nappes. Ouais. Exactement. Et puis si le Rhône débite moins, etc., si la Durance débite moins, et autres, Et là, vous avez puis le aussi les zoom sur alluvions mer, qui nous restent là-bas bloqués. On peut y aller le certains voir. sont- On peut aller le Allez, voir là, sur le BRGM, là, sur ce site-là, Sea Level Rise. Vous zoomez comme vous voulez. Vous zoomez précisément, parce qu'on voit le pixel, là, il est pas mal. Bon, voilà. C'est avec les données de la NOAA, je crois que. Enfin, c'est BRGM. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors là, c'est 50 cm, pardon, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est par rapport à 2016 et pas par rapport au début du siècle. Donc, c'est un peu pessimiste. Parce qu'on part déjà de 2016, d'une date qui est déjà très avancée. Mais alors, l'accélération du niveau de la mer, il a plus que doublé en termes d'augmentation de la mer. On était à 1,2, 1,4 mm par an. Là, on est à 3,6, presque 4 mm par an. Bon, voilà. J'ai terminé avec ça. Donc, non seulement, pour terminer cette partie-là, c'est non seulement il faut évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est les engagements des États, etc., les politiques là-dessus, mais en même temps s'adapter au changement climatique. Et c'est là que j'en arrive, je reviens sur la TRAC très rapidement. La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, c'est donc quelque chose qui est important pour se préparer à ce qui risque en effet de nous arriver. Donc, je vais vite, c'est juste pour vous montrer, vous l'aurez de toute façon. Donc, l'horizon temporel qui est associé au réchauffement a été fixé, c'est un choix politique encore une fois, c'est 2050, 2 degrés au niveau mondial, ce qui fait 2,7 en France, 2100, 3 degrés, soit 4 degrés en France. Voilà. Et un peu plus dans la région du sud-est. Alors, c'est quoi une France à 4 degrés? Là, je vous mets l'infographie qu'ils ont créée pour ça. On retrouve ce qu'on a dit précédemment. Il n'y a pas de surprise, c'est juste pour vous montrer. Voyez, au niveau marin, c'est plus 65 cm par rapport à 95-2014. Voilà, bon. Et puis le climat de Marseille qui se rapproche de celui de Séville. Alors c'est très grossier, mais ça permet d'avoir une tendance en termes on imagine un petit peu en termes de température et de sécheresse, ce que ça peut être. Et Montpellier s'exporte à Paris. Voilà. C'est ça. Mais là, vous montrez que la métropole, oui. Mais la Nouvelle-Calédonie, en ce moment, ils ont des problèmes d'eau. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et sans parler, alors là, c'est plus la France, mais Maldives et autres, ils ont déjà les pieds dans l'eau. Complètement. Et oui. Eux, c'est accéléré par rapport à... Le 1,52 degrés était au départ, c'était un cri de ces îles, de l'océan Indien notamment, qui sont les premiers impactés. Qui sont les premiers impactés. Et les deltas, les grands deltas type Gange, Nil, etc., où il y a des cultures dans de l'eau douce qui devient saline et qui ne peuvent plus vivre là. Donc ça impacte des millions de gens déjà. Donc au final, voilà un petit résumé de la France, de la région pardon, à 4 degrés, ce que ça donne chez nous. 2022 devient une année. C'est bien parce qu'on l'a eu cette année. Elle nous permet un petit peu de voir ce que c'était, si on s'en rappelle un peu là, pour ceux qui en ont souffert, de la chaleur notamment. Moi, j'ai une autre question. Oui. On n'a pas parlé des courants marins, la modification, le Gulf Stream et autres. Est-ce que ça, c'est intégré, le risque, est-ce que c'est intégré dans les modèles? Tout à fait. J'en ai pas parlé parce que je n'ai pas le temps. Dans d'autres présentations, j'en parle pas forcément non plus parce que ce n'est pas mon rayon. Mais là, c'est moins de l'océanographie. Mais par exemple, le fameux Gulf Stream, qui est un bout du courant marin, parce que l'océan, en fait, il y a des courants marins qui parcourent tout le globe. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est-à-dire c'est piloté par la chaleur et la salinité, c'est ça, thermohaline, c'est-à-dire une masse d'air chaude et peu salée va rester en surface, et au contraire, si elle est froide et très salée, elle va plonger. Et en fait, on a donc un courant, le fameux Gulf Stream est un bout de ce courant qui lèche là les côtes de l'Amérique du Nord, qui remontent jusque vers Terre-Neuve et qui après vont vers le Groenland. Et puis après, ça s'appelle la dérive nord-atlantique. Et il y a une partie qui redescend, qui lèche les côtes européennes. Et puis la partie nord-atlantique va jusqu'à la base aéronavale russe, qui leur permet d'avoir justement des sous-marins parce que ce n'est pas glacé. Et de plus en plus, ça va fondre, et de plus en plus, on va pouvoir aller chercher du pétrole à des endroits où... Bon, ce courant-là, on s'aperçoit qu'il ralentit. On s'aperçoit qu'il ralentit, c'est déjà observé, le courant du Gulf Stream ralentit.
pourrait peut-être même s'arrêter, et c'est arrivé par le passé, ponctuellement. Ceci dit, ça me fait penser au film, vous savez, Le jour d'après, où on voit la glaciation en Amérique du Nord. En une journée, là. Ouais, avec le Gulf Stream qui s'arrête. Bon, ça serait pas ça. Ça serait pas ça parce qu'on continue, la Terre tournant, on continue à avoir notre anticyclone des Açores et la dépression d'Islande qui nous amène un vent d'ouest. Et le vent d'ouest et puis de l'air tropical qui remonte quand même. Donc on aurait un climat toujours tempéré sous nos latitudes, mais on aurait moins d'air chaud en effet véhiculé par l'océan. Bon, déjà, voilà, le jour d'après, c'est pas pour demain. Mais j'aime bien. Un gaz à effet de serre, vous avez parlé du CO2, oui, mais n'oublions pas qu'il y a le méthane et autres. exactement, Et il y a aussi la vapeur d'eau, tout à fait. qui est Alors, la peut-être vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de premier serre, gaz à effet de serre. mais qui n'est pas comptabilisé comme gaz à effet de serre parce qu'il n'est pas émis par l'homme. Il est présent naturellement et c'est un cycle, en fait, il reste une dizaine de jours dans l'atmosphère et la quantité est déterminée, si vous voulez. Et elle dépend, par contre, de la température de l'air. Donc, dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire, si la température de l'air augmente, il y aura plus de vapeur d'eau dans l'air potentiellement, s'il y a de l'évaporation possible, et des sols ou de l'océan. Et là, oui, là, ça vient augmenter l'effet de serre. Donc oui, c'est le premier gaz à effet de serre puisqu'il est environ de 0,25% dans l'atmosphère, alors que le dioxyde de carbone, c'est 0,03%, enfin 0,04% maintenant. Et 0,04% le gaz. Et en effet, vous avez raison, il y a le méthane et il y a d'autres gaz à effet de serre, mais on parle souvent en CO2 en équivalent CO2. C'est-à-dire on transforme le méthane, qui est très puissant. Hein. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 60 fois plus puissant en moyenne que le CO2, mais on parle en équivalent CO2. J'en parle parce que on parle beaucoup aujourd'hui de gaz naturel, etc., oui, qui remplacerait ouais, au moins pendant une certaine période et autres. Mais nous, on a une zone industrielle avec oui, les fuites et autres. Aujourd'hui, ça doit se surveiller aussi. oui. Puis, on parle beaucoup aussi du compostage, du biocompostage et la méthanisation. Oui. Et là aussi, la méthanisation, jusqu'à présent, c'était plutôt de l'industriel. On risque d'en avoir un peu de partout. Donc, il y a ces risques-là aussi. Ouais, Les gaz, ça vient rajouter. Voilà. Ouais. Je crois qu'il y avait une question, non, à distance, j'ai vu les modèles. J'ai pas vu ça. Ah, j'ai cru, pardon, c'est moi. Alors, je me suis trompée. Excusez-moi. Ces projections prennent-elles en compte la baisse des pluies? Oui, ça, on l'a dit. Voilà, Ok. et ces personnes qui... D'accord. Et la première action qu'on aurait pu faire, nous, aujourd'hui, Oui. au tout début, je l'ai dit, à part le fait qu'on se déplace ou on les fait à ce niveau-là, on pourrait dire, tiens, quel est notre équivalent CO2 alors qu'il y avait du soleil, on a laissé éclairer. On ne s'est pas posé la question, est-ce qu'on pouvait éteindre pour voir si on arrivait à... Petit geste, ouais. C'est le petit geste comme ça aussi qui compte. Même C'est trop tard. On me dit, c'est des LED à chaque fois. Je ne parle pas pour vous, hein. Mais souvent on nous dit c'est des LED. Oui, bon. Pour terminer, je vous dis juste mes sources pour que vous puissiez retrouver vous-même. Et je vais vous montrer très rapidement en 5 minutes. Donc, c'est Climat HD qui permet vraiment une entrée grand public sur le changement climatique. Je vous invite à y aller, c'est vraiment très facile. Drias, c'est plus complexe. C'est là où j'ai tiré les cartes. C'est plus complexe parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait un petit peu. Sinon, comment dire, par exemple, quand j'ai parlé de multimodèles, j'ai dit c'est important d'avoir plusieurs modèles quand on comprenne la médiane des modèles. C'est important parce que derrière, il y a un sens statistique. Il faut y associer ce qui va avec, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait dans ce sens-là, quoi. Sinon, on peut prendre un modèle tout seul, mais il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Voilà. Donc, ça demande un peu d'accompagnement, Drias. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est toutes les données du changement climatique. Si vous voulez extraire les données, le portail de données climatiques, il est là. Données et produits de Drias. Et puis après, vous pouvez faire votre diagnostic parce que Drias, il est intéressant, ce portail, mais il est complexe, mais il permet d'accéder aux projections régionales à 8 km sur la France, ce qui est vraiment une très grande qualité. Parce que les modèles globaux sont à l'échelle de 150 km. Hein. On ne fait pas de la prévision météo, là. Hein. On fait de la projection climatique, ça n'a rien à voir. Donc, il faut des modèles à très grande maille, ils sont faits tourner sur le siècle. Vous imaginez, même notre supercalculateur, il n'y arriverait pas si c'était à une échelle trop fine, donc sur le globe entier. Donc, il faut un modèle global, c'est très grande échelle. Et après, on affine, on fait une descente d'échelle, ça s'appelle, et on travaille à l'échelle régionale à 8 km en France. Et ça, c'est ce que vous avez dans Climadiag, vous rentrez le nom de votre commune, et ça vous donne par interpolation, si vous voulez, pour dire grossièrement, ce qui vous attend en termes de changement climatique suivant la trajectoire de la traque. Alors,
Je vous montre un exemple. Les liens sont actifs sur le PowerPoint? Non, je n'ai pas mis le lien parce que c'est du PDF. Là. Moi, Je travaille mettrai avec les liens. Si vous voulez dans le mail, voilà. sinon, dans le mail, je les mets sur. Oui, je les ai. Ouais, vous les avez. Je les ai parce qu'en fait, j'ai fait une biblio avec Ah, bah super. Antoine et je lui avais dit de ne pas parler des outils, justement, de le laisser pour D'accord, ok. vous. Ah, d'accord. Et dans cette biblio, il y a les différents. Parfait. Donc, je vous ferai tout passer comme ça, vous Alors, avez bah, les liens, les écoutez, rapports, etc. Je vous montre 2 minutes, du coup. Hop, les 5 minutes qui restent, là. Je vous montre. Tac, tac. Là, j'ai quoi? Là, c'était la vigilance. Je voudrais accéder derrière, mais. Voilà. Et voilà, je vais mettre. J'ai pas climat HD, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Climat HD. C'est vraiment celui-là, c'est vraiment très, très, très facile d'accès. Donc, vous cliquez, vous voyez, vous avez la Réunion d'ailleurs, hein, il commence à mettre les dom-toms, vous avez les Antilles. Petit à petit, s'enrichit le portail, on parlait des dom-toms. Donc, France métropolitaine. Et vous avez climat passé, climat futur. Donc, bon, on va aller par exemple sur notre région. Allez, je prends Languedoc-Roussillon. Et climat passé, vous allez avoir température, précipitation, phénomène, impact. Donc, par exemple, température. J'ai quelques points de référence. Donc, Nîmes, Montpellier, là, Carcassonne, Perpignan. Vous verrez qu'il n'y en a pas 36. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on dit doit être normalisé d'un point de vue statistique très robuste. Et ça, on travaille avec des données qu'on dit homogénéisées, c'est-à-dire, vous savez, quand on a des données de plus de 50 ans, souvent les capteurs, ils ont changé d'endroit, ils ont été dans un abri, puis un autre, etc. Et il faut corriger tous les biais de mesure. Et ça, c'est un très, très gros travail, mais c'est ce qui garantit la fiabilité de ce qu'on dit. Et donc là, c'est là que vous pouvez tirer, par exemple, un des graphes que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est le temps passé. Et puis, vous pouvez accéder au climat futur en cliquant sur climat futur. Et là, je suis dans les projections de température sur, là, ça doit être à l'échelle régionale, hein, à ce niveau-là. C'est assez grossier, mais ça permet déjà de donner précipitation pareil. Phénomène, qu'est-ce qu'on a en phénomène? On a les journées chaudes, on a les jours de gel. C'est pas ce que je préfère, hein, honnêtement. Et impact, vous retrouvez la carte d'humidité des sols que je vous ai donnée tout à l'heure, la quantité de chauffage disponible, etc. Ce qui est intéressant, climat futur, je vous montre au niveau de la France, c'est de voir par exemple les bulles de chaleur, vous pouvez les retrouver aussi. Vagues de chaleur, il y a la même chose pour les vagues de froid, où vous retrouvez les scénarios que j'ai montrés tout à l'heure, hein, ça vient de là. Voilà. Bon, ça c'est pour climat diag, où vous avez à la fois le passé, le futur, sur une échelle régionale et métropolitaine de manière assez facile. Ensuite, il y a Drias. Drias, c'est une mine. Si vous avez plus de temps et plus voilà, un peu technique, vous allez avoir un onglet accompagnement qui vous permet, c'est une bibliothèque incroyable sur le changement climatique, sur comment est-ce qu'on modélise ça, quels sont les jeux de données disponibles, etc. C'est vraiment extrêmement riche, hein, vous pouvez y passer de longs week-ends. Et puis, à partir de là, découverte, vous pouvez tirer des cartes. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut choisir une modélisation. Donc là, il faut un accompagnement. Météo France propose des formations hein, pour travailler là-dessus. Mais c'est là-dessus que j'ai tiré les cartes. Et là, il y a plusieurs jeux de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais il y a le jeu, par exemple, qui correspond à ce qu'on a dit du gouvernement, là, la track. Moi, j'ai pris principalement Drias 2020, l'ancien jeu le plus récent disponible. Et puis, après, il faut un peu s'intéresser à ce qu'on fait, si on prend du multimodèle ou pas. Moi, je prends la médiane des modèles, tac, tac, horizon proche, et ça me sort une carte. Voilà, une carte, puis après, je peux jouer, faire un fond, mettre des lignes. Voilà, je ne vais pas le faire forcément là, mais je peux zoomer, etc. Et puis là, je peux aller à l'horizon proche, horizon moyen, horizon lointain. J'ai la médiane, je peux aussi aller voir les extrêmes, c'est-à-dire ce qu'ont mis les modèles les plus extrêmes. Bon, voilà, c'est pour vous montrer juste ça. Et puis, il y a un onglet qui s'appelle... C'est énervant, ça. Et il y a un onglet qui s'appelle... Il est où? Là. Hop. Un onglet qui s'appelle Données et produits. Et là, c'est le portail de données. Toutes les données du changement climatique de Drias sont disponibles à cet endroit-là. Il suffit de créer un compte, c'est gratuit, et vous pouvez extraire les données en format NetCDF, CSV, etc., pour les insérer dans autre chose, dans un modèle ou autre, suivant l'usage que vous voulez en faire, ou pour faire des cartes. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était Climadiag. Je l'ai là, je pense, oui. Voilà, hop.
Climadiac commune, par exemple. Alors, on va taper la commune. Donc, on va mettre Martigues, par exemple, au hasard. Martigues. Hop. Et là, ah non, pardon, c'est pas ça. À chaque fois, je me trompe. Je sais pas pourquoi je fais pas là ce qu'il faut au niveau du zoom. Il est où? La suite. On va mettre 2050. Je sais pas comment j'ai fait la dernière. Ah ouais, il est là. Et en fait, ça va vous montrer les paramètres par paramètre. Voilà. Ça, par exemple, la température moyenne sur Martigues, à quoi je peux m'attendre saison par saison. Donc ça, c'est la référence actuelle. Et puis ça, ce sont les projections en fonction, on va vous mettre la valeur médiane, c'est-à-dire la médiane des modèles. Il y a 11 modèles qui ont tourné, donc la médiane, c'est 50% au-dessus, 50% en dessous de valeur. Et puis les extrêmes chauds et froids, saison par saison. Et vous avez un peu tous les paramètres sur votre commune, les cumuls de précipitations. Il y a pas mal de paramètres. Ce n'est pas d'une précision folle si vous êtes en bureau d'études, évidemment, mais ça permet déjà, pour faire un premier diagnostic sur la commune, je sais que c'est très apprécié des communes, donc je me permets là de le dire. Et vous avez l'équivalent de Climadiag entreprise. Pour Climadiag entreprise aussi, qui permet pour une entreprise de décrire un peu ses risques, son exposition à certains risques, et de voir du coup comment elle va être touchée par rapport aux paramètres météo. Donc voilà. À Fos, où il y a quelques entreprises qui vont s'installer, ils se posent la question à la fois de la météo et du climat. Quoi. Voilà, mais évidemment. Et la remontée des eaux. Ah ben oui, c'est sûr. Il y a ça, il y a Climadiag agriculture aussi. Il y a Climadiag, là, et celui-là, il va être payant parce qu'il demande une étude derrière. C'est îlot de chaleur urbain. Donc, pour les grosses communes aussi, c'est travailler sur l'augmentation de température à l'intérieur des communes, puisqu'on sait que la température peut être 4 à 5 degrés plus importante qu'autour, à l'intérieur d'une ville. Donc, Climadiag, îlot de chaleur urbain. Et puis après, il y a des études évidemment disponibles aussi qui vont demander là de la ressource humaine importante, mais qui sont disponibles. Donc en fait, j'ai montré les produits, les supports au travers de ma présentation, parce que tout ce que j'ai montré quasiment était accessible. Vous pouvez le retrouver, quoi. Bon, j'en ai terminé, 12h01, je suis contente. Ça va gagner. Merci en tout cas, j'espère que c'était pas trop dur à écouter à distance, notamment, que ça vous a intéressé. Merci. 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 Alors, je ne sais pas s'il y a des questions encore côté personne en visio ou ici en présentiel. Sinon, on vous libérera. La prochaine rencontre thématique, c'est le 8 novembre. Et donc, on continue avec le changement climatique. Et cette fois-ci, ça sera avec l'ONF et tout ce qui est l'impact sur la forêt et les feux de forêt qu'il y a eu sur le pourtour méditerranéen. Voilà. Et donc, je vous ferai passer, bien sûr, les supports avec les différents liens vers les différents sites. Toujours le matin. C'est toujours le matin, à Quel jour 10h. Quelle heure de la semaine? Pardon, quel jour c'est? C'est le 8 novembre. Le vendredi 8 novembre, de 10h à midi. Et à votre disposition aussi, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'accompagnement sur quelque chose, si on peut vous aider. Votre site se visite ou on peut... Notre site ne se visite pas, ce n'est pas un site ouvert au public, mais après on peut organiser des choses. Par exemple, une prochaine réunion de spiritisme pour voir quelle est la... Alors non, pas vraiment, vous avez vu que c'était plutôt technique. Merci pour vos retours. Merci. C'est nous. Météorage, c'est géré aussi sur le site. Météorage, c'est comment ça? C'est nous. Chez vous aussi? Ils ne sont pas basés à Aix. Ils sont pas à Aix. Ils sont à Toulouse. Bon, tant mieux si c'était clair. Merci. Merci à vous. Merci à tous et puis donc bonne journée et à bientôt. Okay. Au revoir. Au revoir.